Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'immense plaisir et l'honneur aujourd'hui de vous accueillir pour marquer ensemble le lancement de l'Observatoire des médias sur l'écologie. Tout d'abord, j'aimerais remercier le Théâtre de la Concorde, ce lieu magnifique qui permet de faire vivre notre débat démocratique. J'aimerais aussi remercier les partenaires du projet, Médiatrice, Scaleway, l'ARCOM, l'ADEME, notre comité d'experts qui est également présent ce soir. Merci pour votre soutien et votre contribution tout au long de cette année. Et enfin, merci aux participants et aux intervenants, sans qui cette soirée n'aurait pas pu voir le jour. Alors, avant de vous dévoiler les premiers résultats de l'Observatoire, nous avons souhaité réunir des voix puissantes, pertinentes, pour réfléchir ensemble au rôle fondamental des médias dans notre démocratie. Parce que les médias ne sont pas simplement des relais d'information, ils sont aussi le miroir de notre société. Et quand ils s'emparent des questions écologiques, ils deviennent eux-mêmes des acteurs clés d'une transition dont la nécessité ne devrait plus faire débat. Alors pour ouvrir ce dialogue, on va accueillir Valérie Martin, qui est chef de mobilisation citoyenne et des médias à l'ADEME, et David Collomb, chercheur en désinformation et notamment climatique. Après, on aura les porte-paroles de l'Observatoire, Célia et Claire, qui viendront vous dévoiler l'Observatoire, ce projet aussi innovant que inédit, et les premiers résultats que nous avons gardés confidentiels jusque-là. Dans la deuxième partie de la soirée, on aura une table ronde avec les grands médias, précisément Radio France et France TV, qui viendront partager leurs perspectives sur les défis à venir. Nous aurons aussi l'honneur d'entendre l'ARCOM, notre deuxième partenaire institutionnel, et la conclusion de Jean-Marc Jancovici sur l'évolution du rôle des médias et des journalistes. Ce soir, en réunissant la société civile, les médias, le régulateur, l'objectif, c'était de faire comprendre que chacun d'entre nous est concerné. Parce que c'est notre capacité à vivre ensemble, à débattre, à échanger, à trouver des compromis, à se préparer, à affronter les défis, globalement à transformer notre société. Tout ça dépend non seulement d'une compréhension éclairée, mais aussi partagée de ce qui nous attend. Merci à tous et à toutes d'être là. Je vous souhaite une soirée aussi enrichissante que captivante. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie d'être là. Merci beaucoup de me faire l'honneur de pouvoir présenter un certain nombre d'enjeux liés à cette très belle plateforme et à ce très bel observatoire des médias sur l'écologie qui est lancé ce soir. Alors ce que j'avais envie de vous dire, c'est d'abord qu'il faut qu'on fasse un constat. Sur Terre, les limites planétaires sont franchies les unes après les autres. La 7e est bientôt franchie, celle sur la décidification des océans. Les espèces animales s'éteignent à un rythme sans précédent. Regardez ce qui se passe avec le rapport Planète Vivante qui vient de sortir. Et les inégalités sociales entre les êtres humains se creusent également à une vitesse que nous n'avons jamais vue. Alors, face à ces enjeux auxquels nous sommes confrontés, nous avons tous conscience qu'il faut des changements structurants dans nos modes de production, nos modes de consommation et plus globalement dans nos modes de vie, parce que c'est vraiment ça le sujet aujourd'hui. Nous sommes à l'heure où il nous faut aller vers un modèle qui soit plus sobre et plus circulaire. Et pour ça, il s'avère nécessaire de proposer d'autres imaginaires souhaitables, mais aussi de nouveaux réseaux écologiques qui soient inspirants et mobilisateurs, désirables parfois, disons-nous. Et pour pouvoir faire évoluer en profondeur nos modes de vie, on est à un moment crucial où il nous faut poser la question: quelle nouvelle narration collective du monde voulons-nous vraiment co-construire ensemble pour disposer d'un modèle qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, bref, de vivre ensemble.
Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de nombreuses actions qui sont portées par les uns, par les autres, la sphère publique, la sphère privée, la société civile, bien sûr, et qui se multiplient pour déclencher non seulement une prise de conscience, mais surtout un passage à l'action, parce que la prise de conscience, on n'en est plus là. Mais parfois, on oublie que parler de changement climatique, c'est pas simplement une histoire de tonnes équivalent CO2, c'est une histoire de santé, c'est une histoire d'économie, c'est aussi une histoire de conflit parfois. Et puis c'est une histoire de géopolitique. Et c'est important qu'à l'heure des crises systémiques planétaires auxquelles nous sommes confrontés, l'ensemble des acteurs socio-économiques se mobilisent pour accélérer la transformation écologique de nos sociétés. Et à ce titre, les médias jouent un rôle essentiel. Oui, ils sont source d'informations principales en France. Ils sont un acteur clé dans la construction de l'opinion publique. Et ils peuvent, bien sûr, vous pouvez, bien sûr, contribuer à façonner les attitudes, les comportements et les politiques qui seront nécessaires pour relever l'ensemble des défis auxquels nous sommes confrontés. Mais vous avez ainsi non seulement la responsabilité, c'est un mot fort, mais aussi le devoir d'informer avec justesse sur les enjeux écologiques. En tant que catalyseur, en tant que vecteur de changement qui peut mobiliser et engager en faveur de la transition écologique en la rendant désirable. Vous avez ce rôle, vous avez cette responsabilité et ce devoir, car vous pouvez contribuer à la transformation des imaginaires et des modes de vie. Et au-delà de grands constats et de la simple mise en avant des conséquences de tel ou tel événement climatique, l'actualité nous le rappelle sans cesse. Vous avez une capacité à expliquer en quoi le changement climatique va changer notre quotidien. Quelles sont les solutions qui se présentent à nous? De les mettre en débat également. Et c'est ça qui est passionnant. Et c'est pour ça que vous avez un rôle majeur. Et les sujets du climat, ils dépassent largement la seule rubrique planète. Ils doivent infuser, ils sont systémiques. Ils infusent l'ensemble des sujets que vous traitez en tant que médias, y compris sous l'angle social. Alors, c'est pourquoi l'ADEME a souhaité s'associer à cet observatoire des médias sur l'écologie, à ce panel et à ce consortium d'associations qui se sont réunies, parce que non seulement ça fait longtemps que nous nous intéressons à la question justement du traitement médiatique écologique, mais aussi parce qu'avec ce projet, nous avons l'espoir, l'objectif, l'ambition d'accélérer la mobilisation en faveur de la transition écologique et le passage à l'action. Comment avons-nous fait? Eh bien, nous nous sommes associés via un outil un peu particulier qui est celui de l'appel à commun. Et c'est un appel que nous avions lancé l'année dernière qui s'appelait « Sobriété, résilience des territoires » qui vise à rassembler tous les acteurs qui sont impliqués pour produire des ressources ouvertes, les fameux communs, qui contribuent aux enjeux d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. C'est un mode d'intervention extrêmement novateur de la puissance publique et qui permet de mettre le collaboratif au cœur des enjeux. Et là, il s'agissait de développer une plateforme accessible et ouverte au grand public, un tableau de bord public retraçant en direct, en permanence, en live, le traitement médiatique de l'urgence écologique dans les médias français et donc en produisant une donnée unique, libre et fiable, et légitime. Alors avec cet observatoire, eh bien oui, nous espérons qu'on pourra contribuer à ce que les médias parlent davantage de ces sujets écologiques, et j'insiste sur le terme écologique, c'est vrai, d'aider à surveiller également la qualité et l'objectivité de la couverture médiatique, et puis sans doute aussi de renforcer la montée en compétence des journalistes sur les questions environnementales, parce que il faut se former en permanence, et chacun d'entre nous devons nous former en permanence. Alors on y est aujourd'hui, et toutes mes félicitations à l'ensemble du consortium pour le très beau travail. Ça marque l'aboutissement d'une première phase, et à l'ADEME, nous sommes particulièrement fiers d'avoir pu y contribuer, et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous continuerons à vous soutenir l'année prochaine, avec notamment une nouveauté ou un élargissement du périmètre d'intervention. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle soirée.
Merci infiniment de me proposer un exercice inédit pour un prof à Sciences Po, qui est de faire un exposé non pas en 10 minutes, mais en 5 et sans la possibilité de projeter ces slides. Donc, on va tout à fait on va improviser. Ça veut dire changer de slide. Parfait. La désinformation climatique relève d'une stratégie délibérée de longue date des industries polluantes qui, depuis des décennies, en réponse aux efforts internationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ont entrepris de fabriquer le doute sur le réchauffement climatique, qu'il s'agisse de sa réalité, de son caractère anthropique ou de ses effets. La désinformation a des effets tangibles que vous voyez résumés ici sur les politiques publiques, sur le débat, sur la conscience que les citoyens ont de la question climatique. Et bien évidemment, cela s'est traduit par une réduction ces dernières années assez considérable de la proportion de citoyens qui considèrent qu'il y a consensus sur le réchauffement climatique. Cette stratégie a des conséquences concrètes que je vais rapidement décrire. D'abord, les désinformateurs climatiques jouent sur la question de la propriété et de l'actionnariat. Murdoch a été actionnaire de l'industrie fossile pendant très longtemps et son premier actionnaire de son groupe médiatique est un pays producteur de pétrole. Et ça se traduit par un traitement du climat dans ces médias, tous ces médias sans exception, qui mettent en valeur le climato-dénialisme. Par exemple, lorsque l'Australie connaissait des incendies les plus graves de son histoire, on pouvait lire que le réchauffement climatique était une bonne chose pour les paysans australiens. Par exemple, les écologistes sont systématiquement présentés dans ces médias comme des malades mentaux ou comme de possibles cannibales qui n'ont trouvé d'autre solution au réchauffement climatique que de manger de la chair humaine. Et cette question de l'actionnariat est une question qui commence à se poser en France si l'on évalue le traitement dans certains médias comme celui que je présente ici de la question climatique et des écologistes. Sous couvert d'infos et d'intox, vous n'avez ici que des climato-réalistes, entre guillemets, c'est-à-dire pour beaucoup climato-dénialistes. Ensuite, les désinformateurs jouent sur les caractéristiques du modèle économique des médias. J'ai toujours été frappé par cette opposition entre ces deux unes du même magazine. À gauche, 1979, didactique, clair. On va vous expliquer pourquoi le climat change. Et 2022, l'écologie se saborde. Et encore une fois, tout va mal. Les écolos nous mettent droit dans le mur. À mes yeux, une explication fondamentale est précisément l'évolution du modèle économique des médias. Le fait qu'en 1979, l'Express dépendait massivement de ses ventes papier, donc de ses lecteurs. Aujourd'hui, l'Express, comme la plupart des magazines, est tributaire de ses recettes publicitaires, ce qui le rend étroitement dépendant, parmi ses annonceurs publicitaires, des industries fossiles et de leurs représentants. On peut aussi considérer le fait que les désinformateurs sur le climat ont instrumentalisé une caractéristique journalistique classique qui est le soin, le souci de présenter une vision équilibrée de questions clivantes. Et cela crée une fausse impression d'équilibre entre, d'un côté, les gens qui présentent la réalité du consensus scientifique sur le réchauffement climatique et de l'autre, le sempiternel porte-parole d'une pseudo-science affirmant le contraire. Nous sommes constamment exposés à des pseudo-experts qui viennent porter la parole des industries fossiles sur les plateaux. Nous sommes constamment exposés aussi à l'essor des médias numériques, des médias sociaux, qui, en l'espèce, se font de puissants relais de la désinformation climatique, comme l'atteste cette étude de 2021 sur les 10 comptes les plus toxiques de la planète, 10 comptes qui ont généré à eux seuls 69% des interactions climato-dénialistes sur Facebook. Et si vous regardez de près, il y a pas mal de ces comptes qui sont financés par les industries fossiles, à commencer par Exxon, qui, depuis 1989, a pris la tête de cette croisade de communication et de relations publiques et de pollution de notre espace médiatique, de pollution de notre débat commun. Je ne vous apprends rien en vous disant que X est un puissant relais de désinformation
et de climato-dénialisme. Je ne vous apprends rien en vous disant que X est en effet le terrain de chasse non seulement des bots et des trolls des sociétés de relations publiques employées par les industries fossiles, mais également des États qui vivent de la rente pétrolière et gazière, comme le Kremlin, et c'est ainsi que le mathématicien David Chavalarias a constaté qu'à l'été 2022, subitement, des comptes qui jusque-là étaient vaccino-sceptiques sont devenus des comptes climato-sceptiques. Il ne s'agit pas vraiment d'un nouveau climato-dénialisme, il s'agit simplement d'un changement de pied de la propagande du Kremlin dans le contexte de la guerre en Ukraine. Et une autre caractéristique des réseaux sociaux, c'est qu'il ne fait pas bon y être scientifique du climat, il ne fait pas bon y être même météorologue l'été dernier, car c'est la garantie d'un harcèlement qui conduit beaucoup d'entre eux à l'autocensure ou tout simplement à quitter les réseaux sociaux pour de bon. On peut passer pour que je tienne à peu près les 5 minutes. Maintenant, la bonne nouvelle, 2 secondes. Ces dernières années, on a fait des progrès dans la connaissance des processus de propagation des croyances et dans les processus qui conduisent les gens à adhérer à des récits conspirationnistes, à des récits climato-dénialistes. Et nous le devons à des psychologues sociaux qui, précisément, se sont employés à identifier des outils permettant de prévenir ces fausses croyances, notamment par des dispositifs encourageant l'immunisation de la société face à ces contenus toxiques. Il existe différentes interventions sur lesquelles je ne vais pas insister. Je citerai juste celle-ci qui a été mise en œuvre par des psychologues de Cambridge autour de Sander van der Linden et qui consiste à nudger quiconque sur Facebook se trouve au contact d'un contenu relatif au climat pour l'encourager de lui-même à aller voir des contenus de qualité pour avoir une information fiable. Il y a toute une science aujourd'hui qui est une science de la lutte contre la désinformation, notamment climatique, autour du site internet que vous voyez ici, avec des innovations assez intéressantes comme le jeu Cranky Uncle qui est mentionné là. Et je voudrais juste terminer par une chose qui me paraît extrêmement intéressante et porteuse de sens pour nos discussions de ce soir, à savoir ce modèle comportemental qui constate empiriquement que à partir du moment où l'on est exposé au fait scientifique qu'est le réchauffement climatique, c'est-à-dire que l'on porte à la connaissance des gens le fait qu'il y a un consensus scientifique sur le réchauffement, cela modifie aussitôt leurs attitudes. Une fois qu'ils perçoivent ce consensus, cela agit positivement sur leur degré de croyance dans les changements climatiques, dans leur degré de croyance dans la cause anthropique du réchauffement climatique. Cela les conduit ensuite à se préoccuper du réchauffement climatique et de ce qui a été présenté à l'instant, pour enfin, seconde étape essentielle, soutenir des actions politiques en faveur de la transition écologique. Et je crois qu'un enjeu essentiel d'un observatoire comme celui qui est inauguré ce soir est de trouver les moyens, tous les moyens, de rendre sensible à travers nos médias et nos médias sociaux la réalité scientifique, car ce à quoi nous assistons aujourd'hui aux États-Unis, c'est un décalage mortifère et toxique entre la réalité et la perception que les gens ont de la réalité. Nous devons impérativement continuer de vivre dans un environnement informationnel où dominent les faits exacts et non pas une perception faussée et instrumentalisée. Merci. Bonsoir. Je suis Claire Morvan, je suis cofondatrice de l'association pour plus de climat dans les médias et aussi connue sous le nom de Climat Média, et je suis aussi sa présidente. Notre association œuvre depuis 3 ans à améliorer la couverture médiatique des enjeux écologiques, et notamment en étudiant sur le long cours l'évolution des contenus dans les JT. Vous allez me dire pourquoi les JT ? Tout simplement parce que entre TF1, France 2 et M6, en fait, ça représente 15 millions de citoyens. Un bon levier. Bon, je ne suis pas venue pour parler de notre asso.
Je suis venue pour vous parler, voilà, on a été évidemment, naturellement, on a été partenaire de ce projet qu'on va vous présenter ce soir. Et donc c'est pour ça que je suis là. Le rapport du GIEC de 2021, il est très clair. Les médias ont un rôle crucial dans la formation des perceptions, dans la connaissance et dans la volonté d'agir du public face à la crise climatique. En France, l'environnement est une des principales préoccupations des Français. Et pourtant, l'ARCOM a rendu un rapport disant que c'était aussi le sujet sur lequel les Français se sentaient le moins bien informés. C'est un triste paradoxe, parce qu'on sait, d'après d'autres études, que c'est l'exposition fréquente à un sujet, à un concept, qui permet son assimilation, son adhésion et le passage à l'acte. Alors certains d'entre nous ont eu besoin d'objectiver en fait ce qui se passait dans les médias. Et c'est comme ça que notre association s'est créée il y a 3 ans, en se demandant mais comment les médias parlent de ces sujets. Et donc, on a été plusieurs associations, Expertise Climat, Quota Climat, Climat Média, et chacune sur nos périmètres, on a commencé à regarder comment traiter les médias ces sujets. Et donc, on a fait des veilles manuelles, des veilles automatiques, on a créé des observatoires, des baromètres. Et donc, la tendance était toujours assez similaire, c'était que, objectivement, la couverture médiatique semblait vraiment faible. Et donc, depuis 2022, la bonne nouvelle quand même, c'est que les médias ont évolué. Alors, il y a eu évidemment les rapports du GIEC, il y a eu l'été caniculaire de 2022, il y a eu les initiatives citoyennes dont je viens de parler, les initiatives journalistiques avec la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Et tout cet ensemble a vraiment contribué à faire évoluer les médias et dans le bon sens. Nous, on l'a étudié, on l'a observé, et donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ils ont notamment déployé un programme de formation au sein de leur rédaction. Et aujourd'hui, on constate une augmentation, enfin, on a constaté en tout cas une augmentation et une qualité augmentée de certains reportages. Mais on a justement ressenti encore plus le besoin en fait, de créer un observatoire parce qu'on s'est dit, ok, c'est super, ça évolue, mais en fait, de quelle manière ça évolue? Est-ce que c'est du sérieux? Est-ce que c'est contextuel? Est-ce que c'est structurel? Est-ce que c'est dans le positif ou dans le moins positif? Est-ce que c'était suffisant? Est-ce que c'était décisif? Et donc, on s'est vraiment concentré à se dire, mais de quoi parlent les médias quand ils traitent des sujets écologiques? Et donc le besoin de quantifier et de qualifier s'est fait vraiment ressentir, d'autant plus fort. Et en fait, on a été obligé de reconnaître que jusque-là, nos observatoires et nos initiatives n'étaient pas suffisamment robustes, unifiées et fiables pour retenir en fait l'approbation collective de l'écosystème médiatique. Et donc en plus, on ne faisait pas d'analyse thématisée. Donc au final, on ne savait pas exactement comment les médias couvraient ces sujets-là. Ou en tout cas, on n'avait pas cette vision de long cours et encore moins en live. Et notre objectif, nous on fait beaucoup de veille médiatique manuelle, notre objectif c'était aussi d'automatiser la démarche. Donc, je vais vous présenter les membres du consortium qui se sont réunis et qui se sont relevés les manches et qui se sont saisis de l'appel à commun de l'ADEME pour justement créer ce consortium et travailler durement mais sûrement sur cet observatoire pendant près d'1 an, un peu plus d'1 an. Donc en fait, d'un côté, vous avez les associations qui se sont réunies. Après, vous avez des experts techniques, et vous avez évidemment les institutions. Donc dans les associations, je les ai déjà nommées, Expertise Climat, Quota Climat, Climat Média. Et on s'est fait accompagner en fait par des experts. Donc il y a Data for Good, où ce sont des experts techniques qui donnent leurs compétences pour des projets d'intérêt collectif. Il y a Eleven Strategy, qui est un cabinet de conseil
dans la data science, et il y a Mediatri qui nous fournit les données. On y reviendra juste après. Et évidemment, on a eu les soutiens renouvelés en plus de l'ADEME, et merci encore, et le soutien de l'ARCOM aussi, ce qui est une grande première. On est très touchés pour ça. On a aussi été accompagnés d'un comité d'experts, et un grand merci à eux, parce qu'on voulait vraiment avoir une démarche scientifique. Alors certes, on n'est pas des scientifiques, donc ce n'est pas une vraie démarche scientifique, mais on tenait absolument à ce que à prendre toutes les précautions pour éviter les biais peut-être de nos associations militantes, on va dire, et vraiment avoir une méthodologie la plus juste possible et la plus aiguisée. Et donc on a été accompagnés, ils nous ont conseillés et ils ont été super, merci à vous. Alors, j'ai l'honneur ce soir de vous présenter à quoi ressemble l'Observatoire. Et vous allez voir, il est flou, parce qu'en fait, on vous réserve jusqu'à la dernière seconde les chiffres. Et donc voilà, on vous fait du suspense jusqu'à la fin. Et donc, en gros, c'est un site web. Voilà, rien d'original. C'est un observatoire au format site web, avec des données live. Vous allez... et donc qui quantifie et qualifie la couverture médiatique des enjeux écologiques dans les médias audiovisuels. Nous mettons à disposition des données d'intérêt public et pour mesurer la place de ces sujets-là. Et les sources de données de l'OME, comme on l'appelle, donc l'Observatoire des médias sur l'écologie, les sources en fait remontent à 2023, au printemps 2023, ce qui fait qu'on a un peu plus d'un an de recul dans l'analyse de nos observations. Et en gros, vous avez une page d'accueil, pour faire court, une page d'accueil qui vous présente l'évolution des sujets écologiques dans leur globalité. Donc quand on parle des sujets écologiques, on a décidé de couvrir 3 crises, la crise climatique, la crise de la biodiversité et la crise des ressources. Et donc la première page, vous avez tout au global l'évolution de la couverture médiatique, de comment on en parle et de quelles sont les thématiques qui sont abordées quand on en parle. Et ensuite, vous avez d'autres pages qui vont beaucoup plus dans le précis, des pages données, sur lesquelles vous allez pouvoir creuser à partir de ce soir, en sortant de cette salle. Vous allez pouvoir fouiller, décrypter, vous passionner par les sujets, et de regarder la crise climatique, comment on en parle. C'est ça le sujet. Comment on en parle? Est-ce qu'on parle des causes, des conséquences ou des solutions? Pareil pour la crise de la biodiversité et des ressources. Et donc parce que cet observatoire est une première mondiale, on vous l'a dit, nous avons décidé donc de partager les données et les rendre accessibles en open source. Donc vous avez aussi une page méthodologie où vous pourrez retrouver entièrement la méthodologie. Et donc aujourd'hui, on inaugure l'observatoire en France, mais peut-être, qui sait, demain on inaugurera l'observatoire en Belgique, en Allemagne ou en République tchèque. Donc c'est une révolution, on est très fiers d'avoir participé à ça. Donc, il mesure la part des enjeux écologiques dans les programmes d'information des médias audiovisuels. Alors, vous allez me dire, audiovisuel, ça veut dire quoi? On a 11 chaînes télé et 8 stations radio, et vous allez me dire, mais les Français, de toute façon, ils ne s'informent plus par la télé, ils s'informent forcément par les réseaux sociaux. Et en fait, peut-être étonnamment, mais toutes les études démontrent qu'encore aujourd'hui, les médias, les citoyens que nous sommes, s'informent majoritairement en fait par la télé et la radio. Et autres données nous disent que globalement, les Français qui s'informent par les réseaux sociaux savent qu'ils sont beaucoup moins fiables. Et donc en gros, il y a les médias, d'une certaine façon mainstream et traditionnels, sont les garants de notre démocratie aujourd'hui. Pour l'instant, on espère très longtemps encore. Et vu ce qui se passe aux États-Unis, évidemment, on est tous inquiets que les choses restent en l'état. Donc les principaux médias retenus, ce sont, vous les voyez au tableau. Donc, et en fait, on s'est concentré uniquement sur ces médias-là parce que c'est eux qui ont le taux d'audience le plus important. Et c'est aussi parce que ils ont des programmes d'information réguliers. Et en fait, on étudie uniquement les programmes d'information. Parce qu'on estime que c'était vraiment le premier objectif d'étudier comment on informe les Français et comment on informe les Français sur ces sujets-là. Voilà, donc par souci d'équité,
entre tous les médias, et puis aussi par souci de contraintes financières, on ne va pas se mentir, on a décidé donc d'abord de prioriser la télé et la radio, pour les raisons que je viens de vous donner. Et ensuite, on élargira, grâce au soutien de l'ADEME, on élargira à la presse papier en 2025, et on est super content de l'aventure qui nous attend. Et aussi pour un principe de critères d'inclusion, on s'est limité aux programmes d'information qui sont classifiés tels quels par l'Arcom. Et en fait, aujourd'hui, on aurait pu couvrir aussi les fictions, les magazines de divertissement, on aurait pu élargir, si on avait eu les moyens, mais on aurait pu aussi aller chercher les magazines un peu spécialisés qui traitent mieux peut-être des sujets environnementaux. Et en fait, on n'a pas voulu faire ça, on a voulu se tenir à une règle unique pour tous les médias pour les traiter de manière équitable. Et donc, évidemment, ce périmètre, il a des limites, mais on espère que grâce à vous, avec vos propositions d'analyse plus poussées, grâce aux médias, grâce à tout le monde, on va pouvoir continuer ce travail parce qu'on n'est qu'à son commencement. Je tiens aussi à dire qu'on a travaillé avec les chaînes, certaines chaînes en tout cas, qui ont vraiment accepté de partager, on leur a présenté la méthodologie, ils nous ont fait leur remontée de commentaires, et on a su consolider certains éléments que ma collègue va vous dire à l'instant. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. C'est un plaisir de vous voir aussi nombreux, la preuve que la question du climat dans les médias, ça intéresse. Alors moi, je suis Célia Gauthier, je suis la fondatrice et la co-directrice de l'association Expertise Climat. Alors nous, notre travail, ce n'est pas tellement de mesurer à la base le traitement de l'information environnementale, c'est plus de créer des ponts entre la recherche scientifique, entre les scientifiques et les journalistes pour éclairer le traitement médiatique et finalement le débat public. Comme ça a été dit juste avant, effectivement, on a besoin de plus de faits scientifiques, on a besoin de préserver la connaissance scientifique dans le traitement médiatique, et c'est là notre rôle. Et pour faire ce travail-là, on avait besoin de données, de connaissances sur l'état du traitement médiatique, et c'est pour ça qu'assez naturellement, on a rejoint ce consortium dans le cadre de l'appel à projet de l'ADEME. Alors avant de vous présenter les résultats, et je m'excuse d'avance, il va y avoir pas mal de graphes, j'espère que ça ne sera pas trop indigeste, parce que juste après, il y a un petit cocktail, donc gardez votre faim, et j'espère que je ne vais pas vous couper l'appétit. Mais juste avant, je voulais quand même faire un petit détour par la méthodologie, parce que c'est vrai que quand on parle d'un observatoire avec des données, on est obligé de faire des choix méthodologiques, comme le disait Claire juste avant moi. Et pour nous, c'était vraiment essentiel que cette méthodologie soit robuste, elle soit fiable, elle soit transparente. Il faut retenir aussi qu'on a choisi une méthodologie frugale, c'est-à-dire une méthodologie qui ne s'appuie sur l'intelligence artificielle que lorsque c'est absolument nécessaire. En gros, pour l'instant, elle ne s'appuie pas sur l'intelligence artificielle. Nous travaillons vraiment de manière transparente et vous pouvez télécharger le code source pour voir comment nos algorithmes fonctionnent. Concrètement, il faut retenir que cette méthodologie, elle repose sur 2 jambes. La première jambe, c'est une quantité de flux textuel qui nous parvient de la société Médiatri, qui a été mentionnée tout à l'heure par Claire. Donc, c'est une société de veille média qui nous fournit concrètement les verbatims de tout ce qui se dit en matière d'information à la télé et à la radio. Donc, on reçoit ces textes sur nos serveurs en permanence. Et on a construit des algorithmes pour scanner ces textes et identifier dedans des mots-clés. Vous voyez, on les voit apparaître. Et ces mots-clés, ils sont relatifs au champ lexical de l'environnement, du changement climatique, de la biodiversité et des ressources naturelles. Ce qui est pratique avec des mots-clés, c'est qu'on peut aussi faire des sous-catégories. Donc on peut faire des catégories climat, biodiversité, ressources naturelles, mais on peut aussi faire des catégories par secteur. On peut savoir si tel mot parle plutôt de solutions climatiques ou de solutions pour la biodiversité, ou bien de causes de ces crises environnementales. Donc ça nous permet finalement, vous voyez, de rentrer dans le détail de ce que disent les médias quand ils parlent d'environnement. Donc on ne se contente pas seulement de quantifier la quantité de traitements informationnels sur l'environnement, mais on regarde aussi comment les médias audiovisuels français parlent de ces questions. Donc voilà pour la première jambe. La deuxième jambe qu'il faut retenir pour la méthodologie, c'est qu'on a une métrique commune appliquée à tous les médias. Et cette métrique, c'est tout simplement la part du temps d'antenne. Vous prenez 60 minutes, 1 heure de temps d'information.
Si le média concerné a parlé pendant 6 minutes d'environnement, la part du temps d'antenne est de 10%. Donc, vous voyez l'idée, c'est tout simple, c'est une part de temps d'antenne, et à chaque mot, en fait, correspondent des secondes de prononciation dans les médias. Alors, voilà maintenant la question des résultats. C'est pour ça que vous êtes là en partie ce soir. C'est pas facile de vous expliquer tout ça parce que, évidemment, on a énormément d'informations, mais on a essayé d'en extraire vraiment l'essentiel. Alors, ce que vous pouvez constater déjà sur ce graphe, c'est que depuis 2023, et en fait, depuis 2023 qu'on a des données, on a une couverture médiatique de l'environnement dans les médias audiovisuels qui a tendance à baisser un petit peu. En fait, c'est une baisse de 30% parce que on voit bien qu'il y a eu un pic à l'été 2023 et que depuis, ça a plutôt tendance à adopter une tendance baissière. Hop. Il faut savoir aussi que la biodiversité et les ressources naturelles sont le parent pauvre du traitement médiatique de l'écologie. En fait, elles sont 2 à 4 fois moins traitées que le climat dans les médias audiovisuels. J'essaierai d'expliquer pourquoi, probablement pourquoi, après. Le point principal peut-être à retenir, en plus de cette évolution qui est plutôt à la baisse, c'est que ce qui booste le traitement, la couverture médiatique des enjeux environnementaux dans les médias audiovisuels français qu'on observe, ce sont les catastrophes climatiques et en particulier les canicules et les vagues de chaleur. Lorsqu'en gros il fait chaud, très chaud, trop chaud en été, les médias en parlent plus et le reste du temps, on a plutôt tendance à avoir une couverture un peu plus faible. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est normal, il faut que ce soit couvert une canicule. Vous avez raison, pardon, vous avez raison, mais ça pose quand même un certain nombre d'enjeux. Vous allez voir que, vous voyez par exemple là, pendant l'été 2023, donc comme je disais, il y a eu effectivement une vague de chaleur, donc on a eu un pic de couverture médiatique dans les médias audiovisuels. En revanche, qu'est-ce qu'on constate dans la courbe verte? La part de traitement médiatique dédié aux solutions climatiques n'a pas forcément augmenté. Elle n'a pas forcément bougé. D'ailleurs, elle a plutôt une tendance baissière, elle aussi, depuis 2023. Or, qu'est-ce que ça crée, ça? Quel est le risque de ça? À décorréler la couverture des catastrophes du nombre de traitements, de contenus dédiés aux solutions climatiques, on risque évidemment de créer des situations d'anxiété, de déni, de démobilisation, de désespoir du public. Ça a été assez bien documenté par les travaux en psychologie. Il y a même une université, l'université de Maastricht, qui a indiqué que, à force de courir davantage les catastrophes, les médias risquaient de s'exposer à des réactions de défiance vis-à-vis de leurs propres institutions, pas uniquement vis-à-vis des contenus qui sont diffusés. Donc il y aurait sans doute intérêt, notamment en cas de catastrophe climatique ou d'autres catastrophes environnementales, à rééquilibrer un petit peu les choses entre catastrophes et solutions. Et ça pose un certain nombre d'enjeux éditoriaux. Évidemment, quand vous êtes journaliste et que vous allez couvrir une inondation comme il y a actuellement en Espagne et que vous faites un sujet de JT, ce n'est pas possible de parler dans le même sujet des solutions quand vous allez voir les gens, que vous leur tendez le micro pour leur demander ce qu'ils ont vécu. En revanche, il y a plusieurs options, sans doute, qui pourraient être possibles et que certains médias commencent à mettre en place. D'abord, à l'échelle d'un JT, vous pouvez avoir une ouverture sur une catastrophe climatique, comme un ouragan, et quelques reportages plus loin, dans le même JT, un reportage sur une solution citoyenne, municipale, collective, pour la transition écologique, même si c'est détaché du sujet de l'ouragan ou de la catastrophe climatique du début, d'ouverture de JT. Ça inspire de l'espoir, de la confiance, la capacité d'action. Également, lorsqu'une catastrophe climatique dure plusieurs jours, peut-être qu'au-delà du premier ou du deuxième jour, il est possible aussi d'aller explorer les solutions pour éviter que cette catastrophe se reproduise. Comment font les autres pays? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place? Alors, évidemment, ce sont des choses qui sont en partie mises en place par les médias, mais pas par tous. Sinon, on verrait une courbe qui a, elle aussi, des pics. Un autre point que je voulais mentionner ce soir, c'est que si le climat crée des chocs comme des inondations, des sécheresses et des canicules, et permet donc ces coups de boost pour la couverture médiatique,
C'est évidemment moins le cas de la biodiversité et de l'épuisement des ressources naturelles. On se rend bien compte que dans notre quotidien, on n'est pas percuté par la disparition des oiseaux ou des hérissons. Et pourtant, ce sont des crises silencieuses, mais qui ont bien lieu et sur lesquelles il est important d'informer les Français. Peut-être qu'une manière de fonctionner pour les journalistes serait alors de se rendre sur le terrain et de proposer des sujets plus froids, type magazine, où on va aller rapporter sur ces disparitions en cours ou sur les solutions. Encore une fois, certains médias commencent à le mettre en place, mais pas tous. Un autre facteur déclencheur de traitement médiatique, c'est évidemment les événements politiques, comme dans tout sujet d'information. Vous voyez ici l'impact de la COP28 et aussi l'espèce de plateau que la crise agricole de ce début d'année a créé dans la couverture de l'environnement dans les médias audiovisuels. Rien de plus normal quand il s'agit d'infos. Le souci, je pense, c'est que vous en êtes tous aperçus. On parle, les responsables politiques, les partis politiques, le débat politique parlent beaucoup moins d'environnement depuis grosso modo les élections européennes en France cette année. Et c'est peut-être ce qui explique une partie de la baisse du traitement global de l'environnement que je mentionnais en début de présentation des résultats. Évidemment, ce n'est pas parce que les responsables politiques cessent de parler d'environnement et du climat que la crise climatique s'arrête. Donc, il y a un enjeu pour les médias à continuer à informer malgré les évolutions du débat politique. Un autre point sur lequel notre observatoire produit des résultats, c'est la répartition entre les différents secteurs d'activité dans le traitement médiatique. On a les moyens, vous pourrez aller voir si vous le souhaitez, dans les données, de regarder si on parle plutôt d'industrie, d'agriculture, d'énergie, etc., etc. Un des points qui nous a étonnés, c'est que quand on parle des causes du changement climatique dans les médias audiovisuels français, on parle assez peu souvent du secteur des bâtiments. On en parle en fait dans 1% des cas des mentions des causes du changement climatique. Alors que le secteur des bâtiments, c'est 16% des émissions de gaz à effet de serre de la France. C'est vraiment un secteur très émetteur. C'est aussi un secteur qui est porteur de solutions, parce qu'à travers la rénovation énergétique des bâtiments, on peut accomplir la décarbonation de notre économie, c'est en tout cas un pilier de la décarbonation. Et pareil, le secteur des bâtiments, il est couvert que dans 5%, il représente que 5% des mentions des solutions climatiques. Donc il y a sans doute quelque chose à explorer par les rédactions de ce point de vue-là. C'est un peu le cas pour l'industrie aussi. L'agriculture et les transports sont relatés assez proportionnellement à ce qu'elles représentent dans les émissions de gaz à effet de serre et dans la transition écologique. Dernier point, je vous promets, c'est mon dernier graphe. Je vous présente ici une comparaison entre les différents groupes de médias en matière de traitement de l'environnement dans leurs programmes d'information audiovisuelle. Qu'est-ce qu'on constate assez rapidement ? Eh bien, que les médias audiovisuels publics parlent plus d'environnement que les médias audiovisuels privés, que la radio en parle davantage que la télé, et que les chaînes d'infos généralistes, ainsi que les radios généralistes, parlent plus d'environnement que les médias d'infos en continu. Voilà pour les résultats. Alors pour conclure, je voulais simplement dire quelques mots sur comment cet observatoire finalement voit son rôle. Pour nous, l'objectif, c'est vraiment pas de pointer du doigt tel ou tel média, tel ou tel programme, tel ou tel journaliste, et surtout pas de mettre tout le monde dans le même sac et de dire que tout se pourrit. C'est vraiment pas ça l'idée, parce que ça serait faux. En fait, il y a tout un tas de médias et de journalistes qui font un travail formidable, et en fait beaucoup plus qu'on ne le pense, y compris, oui, à la télé et à la radio. Et je suis sûre que si je vous demande de lever la main pour savoir si vous regardez les journaux télévisés, j'aurai une petite portion de la salle. Je suis contente. Je suis curieuse de faire l'exercice. Qui regarde le JT de TF1 régulièrement ? Est-ce que vous avez plus de 50 ans ? Qui regarde le JT de France 2 ou France 3 ? Ah, il y a un petit penchant pour le service public, même si, globalement, vous êtes une minorité. Qui écoute quotidiennement la radio ?
Ouais. On sent qu'on est à Paris, hein. Bon, effectivement, à la télé, y compris à la télé, il y a des choses formidables qui se passent et on pourra écouter Virginie Fichet tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas des choses à accomplir. En tout cas, voilà, on ne veut pas pointer les gens du doigt, mais notre objectif, c'est de permettre de dézoomer au-delà d'un seul programme, par exemple un journal télévisé, un bulletin météo, et d'offrir une vision d'ensemble pour que les médias puissent piloter leur contenu, leur travail, qu'ils puissent se comparer les uns aux autres, et aussi pour montrer que s'il y a eu des progrès qui ont été accomplis sur certains programmes, certaines tranches horaires, maintenant il faut aller plus loin, et sans doute que l'information environnementale aille aussi percoler dans d'autres tranches horaires, pour qu'enfin on ait un traitement médiatique à la hauteur de l'urgence écologique. Je vous remercie. Bonjour à tous. J'espère qu'après cette présentation, Lomé n'a plus de secret pour vous parce que j'ai trouvé que la présentation était remarquable, passionnante et je voudrais féliciter tous ceux qui ont travaillé pour que ça soit possible et qu'on puisse aujourd'hui vous présenter cet outil qui est très novateur et qui va être, je pense, très utile dans beaucoup de champs d'action sur le traitement médiatique de la transition écologique. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi le régulateur a participé à l'élaboration de cet outil. En fait, depuis plusieurs années, l'ARCOM accompagne et encourage les médias audiovisuels et numériques dans la transition écologique et dans son traitement médiatique à la destination de leurs usagers. La thématique de la transition écologique est abordée en droit souple par le régulateur et dans le cadre de la liberté éditoriale prévue dans la loi de 86. Cette mobilisation néanmoins ambitieuse est encadrée par les lois applicables à l'ARCOM. La loi Climat et Résilience a confié d'ailleurs en particulier à l'autorité l'évaluation annuelle des contrats climat. Alors, je ne vous explique pas ce que c'est que les contrats climat parce que honnêtement, on peut y passer la soirée et je ne suis pas sûre que vous aurez compris à l'arrivée. Mais ça, voilà, ça permet de travailler sur un certain nombre de points, et en particulier sur tout ce qui est question environnementale dans les communications commerciales. Mais je ferme la parenthèse. Donc, la loi Climat et Résilience permet donc demande à l'ARCOM cette évaluation annuelle des contrats climat. Et les médias, il faut le dire, s'y sont engagés de manière volontaire, puisque pour ces contrats climat, il y a des acteurs assujettis et des acteurs qui se sont engagés uniquement de manière volontaire, et c'est le cas des médias audiovisuels, donc on peut s'en féliciter. Et ils sont engagés pour se mobiliser, pour traiter dans l'ensemble de leurs programmes les thématiques liées aux enjeux environnementaux. Dans le cadre de nos futures évaluations, le régulateur a rejoint et soutenu l'initiative de ce projet innovant de l'Observatoire des médias sur l'écologie. Dans l'élaboration de cet outil, chacun y a apporté, je tiens à le dire, son champ de compétences. Nous pouvons saluer, et pour moi c'est un point très important, c'est l'efficacité de ce travail collaboratif entre acteurs de la société civile, scientifiques, institutions, et je trouve que cette capacité de travailler ensemble ne peut être que favorable à une évolution positive du traitement des enjeux écologiques dans les médias. Nous avons apporté, nous, les spécificités du régulateur, c'est-à-dire la connaissance du secteur audiovisuel, les contraintes éditoriales des différents médias et voilà, on en a parlé tout à l'heure, nécessité dans un premier temps de prendre un périmètre de l'outil qui se limite au traitement de l'information dans les journaux télévisés. Alors, cet outil nous permettra à terme de fiabiliser, d'affiner et d'approfondir dans nos rapports sur les contrats climat les constats sur justement le traitement des enjeux environnementaux. Et l'inscription de l'outil dans une démarche d'éco-conception
Et l'accès libre aux données correspond vraiment bien à la vision de l'autorité d'une régulation moderne et transparente. L'OME peut permettre à l'ARCOM d'apporter un éclairage supplémentaire sur le traitement médiatique des enjeux environnementaux dans les programmes d'information. De quoi parle-t-on? Sous quel angle? À quel moment? Pour quel public? Et nous pourrons suivre leur évolution au fil du temps. C'est pour ça que, encore une fois, cet outil sera très enrichissant pour nos études. La publication de données chiffrées invite cependant le régulateur à enrichir à terme par une mise en perspective, en pondérant par exemple les mesures présentées de temps d'antenne par les audiences correspondantes, en observant la dimension qualitative du traitement médiatique comptabilisé, en évaluant l'impact des informations dans la compréhension et la capacité de mobilisation du public sur les enjeux environnementaux et bien d'autres questions. Nous souhaitons d'ailleurs organiser dès le premier trimestre 2025 une réunion avec l'ensemble des médias audiovisuels pour discuter des possibilités offertes pour l'outil pour aller dans une démarche plus efficace du traitement médiatique des enjeux environnementaux. Par ailleurs, l'ARCOM prend en compte dans ses analyses l'ensemble de la programmation des médias audiovisuels, y compris la fiction, les documentaires ou encore certains magazines dédiés et les événements spéciaux. Avec la nécessité de toucher les différents publics dans un pluralisme d'offres, informatives, pratiques, mais aussi dans la proposition de nouveaux imaginaires désirables. Pour finir, l'autorité constate le rôle croissant des médias numériques dans l'information des citoyens, et en particulier des jeunes. Et en tant que coordinateur français pour l'Union européenne du règlement sur les services numériques, c'est pareil, je ne vous l'explique pas, c'est très compliqué, mais ça est très puissant. L'ARCOM pourra à terme accompagner les chercheurs pour qu'ils puissent avoir accès au contenu concernant la transition écologique sur les plus grands réseaux sociaux. Je vous remercie. Très bien, mettez-vous là. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Théodore Tallant, je suis chercheur à Sciences Po en doctorat. Je travaille sur des sujets assez liés à ces questions-là, parce que je travaille sur la perception qu'ont les citoyens de la transition écologique et des politiques environnementales, ou de la question écologique de manière générale. Donc ça m'amène à me poser la question des médias et de comment les gens forment leurs attitudes à l'égard de la transition écologique. Et c'est en partie avec les informations reçues des médias. Donc je suis très content aujourd'hui d'accueillir deux invités de marque. Virginie Fichet, qui est directrice adjointe de l'information en charge du climat pour France Télé, donc la télé, et Charles-Emmanuel Bon, qui est secrétaire général de Radio France, donc on a la radio. Comme on vient de... Déjà, merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté de venir, parce que tous les médias n'ont pas accepté, donc on vous remercie d'avoir accepté de vous plier à cet exercice. Comme on vient de l'apprendre, vous avez entendu les chiffres. Le climat couvre un peu moins de 4% de l'espace médiatique et on voit que ce chiffre il est en baisse par rapport à l'année précédente. On voit aussi que ce chiffre est encore pire quand il s'agit de la biodiversité ou des ressources. Et donc moi, avant qu'on pose des questions un peu plus précises, j'aimerais vous faire réagir sur ce que vous avez vu, l'observatoire, les données, ces données-là. Peut-être vous faire réagir aussi à ce plafond de verre, parce que c'est un peu le titre qu'on a choisi pour cette table ronde. Est-ce que vous pensez qu'il y a un plafond de verre sur le traitement des sujets écologiques et comment peut-être cet observatoire, je sais pas, vous inspire à peut-être améliorer des pratiques, peut-être à mieux comprendre certains éléments de l'audience, de vos audiences. Voilà, je voulais vraiment vous faire réagir sur ces sujets-là. Allez-y, Virginie. Bon, je vais donc commencer. La notion de plafond de verre, je pense qu'elle ne peut pas se décorréler de ce qu'est notamment un rendez-vous quotidien d'information qui répond à des règles qui ne sont pas forcément ce qu'on appellerait un plafond de verre, mais simplement que le traitement de l'actualité quotidienne oblige à une diversité et non pas à être exhaustif, c'est impossible, mais à essayer de rendre compte des actualités prégnantes de chaque jour. Ce qui fait qu'effectivement, ce n'est pas simple tous les jours quand on a une actualité comme on a pu avoir ces derniers temps. Toutes les actualités ne se prêtent pas forcément à avoir des déclinaisons, et si on le fait certains jours, pas forcément tous les jours. Si on prend l'exemple de la campagne américaine,
oui, on a pu faire des reportages pour s'interroger sur la politique américaine sur le climat. Mais si on le fait le mardi, on ne va pas forcément le refaire le mercredi. Voilà. Enfin, il y a aussi d'autres thématiques. Donc je pense que c'est d'abord dans cette notion-là, ce n'est pas forcément une limite, c'est le traitement de l'actualité diverse et variée. Et comme vous le montriez, il y a aussi certains contextes qui permettent effectivement, entre guillemets, plus facilement d'aller sur ces thématiques. Effectivement, on l'a vu avec l'Espagne récemment ou les vagues de chaleur de l'été 2023. C'est toujours, il faut aussi beaucoup travailler sur ces choses parce que c'est effectivement plus évident, on va dire, à certains moments qu'à d'autres. Merci beaucoup déjà pour votre invitation et je suis très heureux d'être là. Je pense que c'est un sujet important sur lequel l'objectivation à laquelle que vous permettez est très importante parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est complexe, sur lequel il y a beaucoup d'angles à prendre et je voudrais souligner le fait que votre étude s'intéresse au rendez-vous d'information et c'est vrai que cette notion de plafond de verre, elle se heurte effectivement. Le traitement de l'information par nature, il varie en fonction de l'information et donc il y a plein d'autres endroits où on peut parler du climat, on peut parler des enjeux écologiques et je pense que c'est important de souligner que notamment pour les médias publics, je pense que France Télévisions comme Radio France, on y est très sensible, c'est assez normal, ça fait partie de nos missions, mais on parle d'écologie bien ailleurs que dans les tranches d'information et ça je voulais le souligner parce que notamment quand on parle de solutions, on n'est pas nécessairement dans l'information dure, donc l'information dure, ça c'est une traduction du hard news qui n'est absolument pas du tout dans les journaux d'information qui sont vraiment liés aux faits. Il y a des chroniques, On se décarbone par exemple le matin sur Inter par Raphaël Gerson, ne parle que de solutions mais ne fait pas partie d'un journal. Terre au carré ou par exemple vous soulignez le fait qu'effectivement on parle plus de changement climatique que par exemple de biodiversité. C'est vrai que c'est moins simple de parler de biodiversité, notamment sans un angle positif dans un journal d'information. Par contre, une émission comme Mécanique du vivant sur culture, qui là pour le coup permet de vraiment comprendre comment ça fonctionne, se prête peut-être plus à ce type de sujet. Donc, je ne sais pas s'il y a un plafond de verre. En tout cas, j'ai noté quand même que les médias publics étaient quand même un peu en avance sur d'autres dans votre observatoire. Je pense que c'est aussi comme ça, en objectivant, en pouvant mesurer, qu'on peut progresser et se dire que peut-être qu'on peut parler plus ou parler différemment, trouver de nouveaux angles, notamment en voyant les chiffres. Je vous remercie déjà et justement j'aimerais, puisque vous rappelez le fait que vous avez effectivement les médias publics sont peut-être un peu plus engagés sur ces questions-là que les médias privés, j'aimerais vous pousser un peu plus sur la question du traitement médiatique de les sujets écologiques, mais tout programme confondu, parce que non seulement là on voit ces chiffres quantitatifs, on voit que les chiffres sont relativement bas, mais on a vu avec l'actualité, on va dire, des programmes menacés de suppression dans différents, ça peut être la radio, la télé, privée ou publique d'ailleurs. On a vu parfois des liens qui ne sont pas forcément faits entre des catastrophes climatiques et le climat. Pas forcément dans vos médias, mais de manière générale, on a vu ça récemment avec les faits aux États-Unis, même encore plus parfois en France dans certains programmes. On voit des solutions qui ne sont pas partagées. Et du coup, moi, j'aimerais aussi qu'on entre un peu plus dans le détail de qu'est-ce qui peut créer des difficultés à traiter la question médiatique, la question écologique dans les médias. Est-ce que c'est un manque de formation des journalistes? Parce que c'est aussi un argument qui parfois est avancé. Est-ce que c'est une crainte pour vos audiences? Est-ce que vous avez peur que les gens ils suivent pas forcément, enfin vous, les médias, est-ce que vous avez peur que l'audience ne suive pas forcément ou que parfois l'écologie elle apparaisse comme trop militante? Est-ce que c'est aussi, comme vous le disiez, peut-être cette problématique, la question de l'actualité chaude versus des sujets qui sont parfois un peu plus de long cours? Ou est-ce que c'est, je dis pas ça en tant que scientifique, mais est-ce que c'est aussi un manque d'expertise scientifique peut-être? Pas assez de scientifiques qui viennent sur les plateaux, et donc vous ne savez pas forcément comment traiter ces sujets. Voilà, là j'ai pris quelques exemples, mais est-ce que c'est des éléments qui résonnent chez vous, peut-être chez d'autres médias que vous connaissez? Et voilà, selon vous, moi j'aimerais un peu qu'on insiste sur les différents biais où vous dites là, c'est vrai qu'il y a du travail, et ça c'est des sujets qui objectivement sont compliqués, c'est des leviers qui sont durs à soulever. Je pense que juste sur le rôle de la formation, vous le soulignez, je pense que c'est très important. Nous, chez Radio France, on a fait ce qu'on a appelé le tournant écologique, où on a vraiment essayé sur différents paramètres, que ce soit sur la publicité, sur l'empreinte écologique de l'entreprise, mais également sur la formation des journalistes.
parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a une question de formation, il y a une question de connaître. Donc on fait régulièrement des masterclass, on fait beaucoup de formations qui sont obligatoires pour les journalistes. Il y a plus de quasiment 1000 journalistes chez Radio France. Et ça, c'est important parce que ça permet justement d'avoir une connaissance, et vraiment ce qu'on essaie de faire, c'est de faire place à la science, d'être, on parle de climato-scepticisme, mais je pense qu'au-delà de ça, il faut qu'il y ait une compréhension concrète des différents effets que peut avoir le réchauffement climatique ou les différents changements écologiques. Et ça passe par la formation. Et je pense que c'est un élément important. Et c'est effectivement un effort que doivent faire les entreprises de médias, de se dire qu'il y a à la fois des spécialistes, et ça, je pense que comme chez France Télévisions, comme chez nous, il y a des spécialistes, mais qu'au-delà des spécialistes, cette matière puisse être connue et comprise par l'ensemble des journalistes. Virginie. Oui, forcément la formation, c'est un enjeu important. Nous avons aussi à France Télévisions des programmes de formation, puisque nous avons la chance d'avoir un outil qui est l'Université France Télé, et où nous avons des formations spécifiques sur le traitement des questions climatiques sur nos supports télévisés d'information, qui sont obligatoires pour les journalistes de la rédaction. Nous avons aussi la chance d'avoir parmi nos journalistes des personnes qui sont déjà très spécialisées, qui ont suivi des cursus comme le master de Paris-Saclay, Médias et Climat. Et donc, toute cette expertise, elle se construit, effectivement. La difficulté, c'est que, évidemment, que ce n'est pas une matière simple. Je pense que quand les médias ont commencé, il y a bien longtemps, à traiter l'économie, ça ne s'est pas fait non plus comme ça. Je ne suis pas sûre que nos arrière-grands-parents pouvaient tout de suite percuter quand on leur parlait du cours de la bourse ou de Keynes ou je ne sais qui, quoi. Bon, mes arrière-grands-parents, il n'était pas... Mais aujourd'hui, cette matière, c'est pareil, c'est quelque chose de très technique, et qui nécessite une rigueur. Et notre travail et notre ambition, c'est que, comme le rappelait tout à l'heure Valérie Martin, c'est transverse. Ça irrigue tous les secteurs de notre vie. Donc la difficulté, c'est qu'on n'est pas juste sur une matière où on va parler d'une chose, la planète, etc. Non, c'est les conséquences sociales, les conséquences économiques, etc., etc. Donc ça veut dire que le travail, il est énorme aussi d'imprégnation au niveau de nos journalistes pour prendre cela en compte dans les questionnements, dans les constructions, dans les angles, et pour nos téléspectateurs aussi. Et c'est pour ça que cette matière est si difficile et que ce n'est pas si simple à intégrer, je pense. J'aimerais revenir du coup sur ce que je disais, comme là vous parlez de formation, mais la question de est-ce que l'écologie, ça parle à vos audiences, est-ce qu'il y a un risque de paraître trop militant? Je tairai les sources, mais je sais qu'il y a des journalistes en interne dans certains médias qui expliquent qu'il y a la peur que l'écologie se paraisse être trop militant, trop radical, trop de mauvaises nouvelles. Et donc, du coup, on essaie aussi un peu d'édulcorer les programmes, notamment la dimension assez systémique des questions écologiques. Donc, on peut parfois parler, pour faire simple, des papillons ou des fourmis, mais on essaie un petit peu d'enlever cette dimension qui, parfois, est un peu soit anxiogène, soit trop politique. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, cette dimension la crainte du militantisme en parlant d'écologie, notamment dans un contexte de backlash écologique où on a des partis d'extrême droite à travers l'Europe qui expliquent que c'est du militantisme que d'être écologique? Justement, enfin, comme on le disait tout à l'heure, je crois que c'est Claire qui dit « Nous ne sommes pas des militants, donc nous sommes des journalistes. » Donc c'est l'un des écueils à éviter. Vous parlez d'audience, je vais vous donner un exemple, puisque avec mon équipe, on a l'an dernier transformé les bulletins météo en journal météo-climat sur la 2 et la 3 en Access Prime Time. La météo est le programme le plus regardé. C'est le programme consensuel qui rassemble la famille. On a tous envie de savoir si on prend notre parapluie ou si on met notre short le lendemain. Donc autant dire que si on s'était posé que la question de se dire « Oh là là, c'est risqué parce que les gens risquent de partir si on leur parle de climat », on ne l'aurait pas fait. Donc
notre ambition a été de plutôt prendre le pari de dire c'est un carrefour d'audience, c'est regarder, c'est donc là qu'il faut parler de ces questions, et parce qu'il y a du sens, évidemment. Puisque je ne vais pas reprendre la phrase de Christophe Cassou sur le film du climat et les séquences que sont la météo du quotidien. Voilà, donc, et toutes ces questions, quand on a refondu ce programme, on se les est posées. Ne pas être effectivement trop anxiogène, parce que ça peut faire fuir. Mais fuir pas en se disant « oh là là, on va perdre de l'audience ». Non, c'est parce que si on veut pouvoir parler aux téléspectateurs, il faut les concerner et ne pas que leur faire peur ou leur donner des leçons de morale. Donc nous, on a un équilibre à respecter. Et c'est dans ce sens qu'on travaille chaque jour, y compris dans nos éditions, avec comme maître mot de la matière à penser, de la pédagogie et surtout aussi de la proximité. C'est l'une des clés et de la parole incontestable. C'est-à-dire que quand dans les On vous répond, par exemple, du journal Météo-Climat, ce ne sont que des scientifiques reconnus, la plupart auteurs du GIEC ou sociologues, comme Sophie Dubuisson que j'ai croisée tout à l'heure. Donc ce sont des gens qui ont une réelle compétence et qui ne sont pas là pour délivrer un message politique, militant, etc. Voilà. Et qui vont répondre aux questions directes que les gens posent. Depuis la création, on en a plus de 5000. C'est pas rien pour un média, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, soi-disant moribond, que sont la télévision, la radio. Mais voilà, donc ça c'est important aussi dans la façon de faire passer les messages, d'éviter le caterpillar et effectivement de gérer des équilibres et d'imprégner et effectivement d'aller chercher des choses, comme on le disait, un avenir plus désirable, etc. Oui, c'est vrai qu'il y a encore du travail, mais des instruments comme l'Observatoire sont aussi là pour nous aider à ça, parce que je salue ce travail, parce qu'effectivement, en complément des contrats climat, par exemple, que nous avons avec l'ARCOM, on a toujours besoin de se mesurer à un moment, et sont des outils de progression, même si, oui, on peut encore progresser sur le périmètre, qu'on peut prendre en compte davantage de programmes à toute méthode. Au départ, il y a des biais qui seront sans doute corrigés par la suite. Je pense qu'effectivement, on ne confond pas commentaires et faits, et c'est la base du journalisme, et donc effectivement dans les journaux d'information, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a du commentaire à la place des faits. Il peut y avoir des rubriques d'opinion. Je parlais de Raphaël Gerson tout à l'heure. Oui, il a une opinion et il peut être parfois taxé de militant. Je pense dans le bon sens, dans le sens où il est concerné par ce qu'il dit. Pour autant, voilà, quand on parle de climat, il ne faut pas oublier qu'en fait nos auditeurs et les Français en général sont très intéressés par ces sujets. Il ne faut pas croire que ça fait fuir l'audience. Au contraire, c'est quelque chose de très concernant. Je crois qu'il y avait une étude du CNED qui disait que c'était 86% des Français qui étaient intéressés par quelles solutions, parce qu'ils ont... Enfin, je pense que l'idée de dire que les Français n'ont pas conscience du problème, c'est faux. Ils ont conscience du problème, ils sont intéressés par les solutions. Et je pense que voilà, se dire que ça fait fuir l'audience de parler de ces sujets-là, je pense que c'est faux. C'est-à-dire que nos auditeurs sont à la recherche d'informations, de savoir comment faire, quelles sont les solutions. On parlait de proximité tout à l'heure. Dans nos réseaux, notamment France Bleu, bientôt ici, réseau de radio locale, les sujets d'économie circulaire, de pouvoir avoir accès, connaître des producteurs locaux, c'est quelque chose qui fonctionne toujours très bien. Donc il n'y a pas forcément d'opposition entre écologie et intérêt du public. Je pense qu'effectivement, il faut éviter d'être tout le temps catastrophique, parce que les solutions, c'est aussi intéressant que les problèmes. Mais je m'inscris en faux sur le fait que l'écologie soit nécessairement un repoussoir. Au contraire, je pense que c'est un sujet qui intéresse les Français. Je vous remercie de dire ça, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que les travaux de recherche démontrent que les Français sont en demande, mais il y a quand même cette petite musique d'ambiance
qui est alimenté par certains partis politiques et certains médias qui peut-être sont ceux qui devraient être sur cette chaise vide, mais qui... Je me permets tout. Mais c'est vrai... C'est vrai, c'est alimenter cette petite musique qu'en fait les gens ne seraient pas intéressés par la question écologique. Et du coup, on n'en parlerait pas parce qu'en fait, il n'y a pas de demande. Mais la question des médias, c'est aussi d'offrir aux citoyens la possibilité de se former une opinion. Et comme le disait Claire tout à l'heure, les travaux de sciences sociales, ils démontrent que c'est bien l'exposition répétée à un message, un même message, qui va créer de l'adhésion, mais surtout qui va créer des attitudes pro-environnementales. Et c'est vrai que je vais faire un aparté qui peut être intéressant. Dans le cadre de mon travail, je vais sur le terrain, donc je rencontre des citoyens qui vivent en zone rurale, périurbaine, et je leur parle d'écologie. Et c'est vrai que ce qui revient très souvent, c'est en fait, je ne sais pas trop. Je ne comprends pas trop ce qui se passe, c'est assez compliqué, c'est assez flou, c'est assez ambigu, parce qu'un coup, ils ont un programme qui leur dit que la voiture électrique, c'est l'avenir. Un coup, il y a des programmes sur certaines jeunes chaînes qui vont leur dire que finalement, c'est une catastrophe parce que les minéraux, ça fait que les minerais, c'est presque pire que la voiture thermique. Un coup, ils vont entendre que c'est à cause de la météo que peut-être il y a une catastrophe climatique. Ensuite, ils vont entendre que c'est à cause du changement climatique. Et c'est vrai que dans tout ce petit brouhaha, la majorité du temps, juste on ne parle pas d'écologie. Et c'est vrai que dans ces rencontres-là, je sens plus un besoin d'avoir d'accès de l'information qui les forme et qui leur apprend quelque chose, plutôt que l'idée de se dire on n'a pas envie d'en parler. Mais du coup, avec votre connaissance non seulement de vos médias, mais du coup potentiellement de la sphère médiatique, comment vous pensez qu'on peut justement aller chercher des citoyens qui en fait peut-être ne sont pas tous les jours en train d'aller regarder les actualités environnementales, mais qui seraient peut-être dans le désir d'aller en chercher plus peut-être sur les solutions. Est-ce qu'il y a des types de programmes, des manières d'aller accrocher l'audience sur des nouveaux programmes, sur des manières de parler de l'écologie, et aussi peut-être où est-ce que là vous sentez qu'on perd de l'audience. Et c'est vrai que ce n'est pas des programmes qui intéressent, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ces programmes sont menacés d'être déprogrammés dans certains exemples, parce que juste ça n'intéresse pas. Peut-être que vous avez des données là-dessus vous-même ou des expériences. Je pense que ce qui est effectivement, il faut intéresser, et je parlais de mécanique du vivant tout à l'heure, les interactions notamment de la biodiversité sont assez complexes à comprendre parce qu'en fait, on a un peu l'impression que tout est dans tout et que c'est pas si simple, alors qu'en fait, il y a des liens très concrets qu'on peut décrire à travers notamment décrire un écosystème. Et je pense que ce type de programme fonctionne bien et permet, au-delà de solutions, parce que quelquefois on n'en a pas de solution, il y a des baisses de la le citoyen n'en est pas vraiment responsable et pour autant, il peut comprendre les différentes causes et en comprenant les causes, peut-être agir. Et je pense que c'est là-dessus qu'on peut travailler, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément toujours dire ne faites pas ci, ne faites pas ça, mais à partir du moment où on commence à expliquer comment ça fonctionne, on peut aussi, le rôle d'un média n'est pas nécessairement de modifier les comportements, le rôle d'un média c'est d'informer, de divertir, mais en informant et aussi en divertissant, on peut permettre une meilleure compréhension de ces mécanismes. Et c'est aussi ça qui participe de la prise de conscience. Donc je pense qu'il ne faut pas se dire qu'il faut juste expliquer que ce n'est pas si compliqué que ça de recharger une voiture électrique. Il faut aussi expliquer globalement une voiture électrique, comment elle se recharge, en France notamment, une électricité plus décarbonée. Il y a plein de sujets qui permettent de comprendre la complexité de ces sujets et d'intéresser les gens. Oui, puis c'est sur la forme aussi. Si je reprends l'exemple que je connais le mieux, c'est-à-dire ma maison, je vous ai donné l'exemple du journal Météo-Climat. On a la chance d'avoir un groupe qui permet de traiter ces thématiques de multiples manières. Pas seulement dans les journaux télévisés. Je vous parlais de l'évolution de la météo. Si vous allez sur d'autres antennes du groupe, je vais spoiler un peu, la semaine prochaine, vous aurez même un prime qui est fait un peu plus sur une approche un peu, on va dire, ludique. Voilà, c'est 3 jours pour vider son sac. Voilà, apprenez, vous partez avec un sac à dos de 25 kilos rempli de pierres et à chaque fois que vous avez une action positive pour réduire votre empreinte carbone, vous déchargez votre sac à dos. Voilà, et donc
bah voilà, c'est une autre approche. Donc on tente des choses. On a la chance sans doute d'avoir une maison qui nous permet de tenter des choses. Le nouveau Prime de Chloé Nabédian, régulièrement Zone d'impact, où la figure de Chloé, que tout le monde connaît, se rend sur le terrain pour expliquer justement les impacts du réchauffement climatique, etc. Voilà, ce sont d'autres narrations. Donc en fait, on a plusieurs outils en télévision, des formats longs, des formats courts, des formats plus ou moins éditorialisés, y compris dans nos fictions. Voilà, par exemple, parce que ça passe aussi par des choses qu'on n'impose pas forcément de manière... Enfin, la leçon, personne n'aime. Voilà, donc c'est pas le bon chemin. Je rejoins ce que tu disais, les solutions c'est très bien, mais au lieu de dire regardez comme c'est bien, il faut faire comme ça, non, expliquons comment on en est arrivé là, et y compris les difficultés que les personnes qui ont réussi à mettre ces solutions en place ont réussi à contourner et à dépasser. Chaque solution contient en elle sa propre limite, d'où la difficulté quelquefois d'aller sur les solutions, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, notre pire ennemi, c'est le technosolutionnisme. Donc à chaque fois, on est sur des injonctions un peu contradictoires, qui ne sont pas forcément simples à gérer au quotidien. Voilà. Donc cette multiplicité nous permet, je pense, de pouvoir offrir différentes façons d'imprégner encore une fois les consciences. Bon, c'est peut-être pas un terme très, très joli, mais en tout cas, dans le monde de la biodiversité, en tout cas, ça a un sens. Donc voilà. Et puis toutes les solutions ne sont pas forcément angoissantes. Tout le monde aime bien faire des économies, par exemple, et très souvent, les gestes écologiques peuvent également être bons pour votre portefeuille. Et, voilà, par exemple, sur France Bleu, on a des émissions sur tout ce qui est autour de l'alimentation et notamment comment est-ce qu'on évite le gaspillage alimentaire. En quelque sorte, on ne parle pas vraiment d'écologie, on parle plutôt de voilà, la meilleure façon d'utiliser au maximum l'ensemble des ressources qu'on achète tous les jours, mais en fait, on parle aussi d'écologie. Donc, c'est quand même un sujet qui est suffisamment large pour qu'on puisse multiplier les angles sans nécessairement être exactement peut-être noté dans votre algorithme comme étant faisant de l'écologie, mais au final, on participe à la solution. Et justement, si on reste sur cette question des solutions, comment vous réussissez à penser l'intégration de ces différentes questions à travers votre grille de programmes? Parce qu'il y a des programmes spécialisés qui sont un peu pionniers, typiquement la météo-climat, mais les gens, il y a des programmes d'information et d'autres programmes qui ne sont pas du coup dans l'observatoire, mais vous parliez des séries télé, des divertissements, ça peut être la matinale ou pas forcément des moments d'information, mais des éléments, je sais pas moi, des séries télé, des programmes de divertissement très divers, mais aussi les publicités, qui sont quand même aussi un peu parfois l'oublié des questions médiatiques. Et on peut imaginer qu'un individu qui regarde un programme où on lui parle d'une catastrophe climatique, mais qui après a un reportage plutôt limite sur la voiture électrique et qui après voit une pub pour une grosse voiture thermique, aussi lui il se retrouve un peu perdu sur qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'est-ce qui se passe en fait dans l'espace médiatique et qu'est-ce que de l'écologie ça veut dire. Et comment ça vous essayez de l'intégrer au niveau de vos différents programmes justement? Alors, en tout cas, nous, on a différents types de chaînes et avec différents types de programmes. On est quand même essentiellement des programmes parlés et généralistes. Donc, on essaye d'en parler. Enfin, à la fois, c'est une obligation parce que ça fait partie de nos objectifs de service public, mais il y a des émissions qui peuvent dédier entièrement, une émission comme La Terre au carré ne parle que de ça, et d'autres émissions peuvent en parler de temps en temps dans des chroniques. Je pense qu'il faut faire attention. Alors la radio s'écoute différemment de la façon dont on regarde la télévision, mais la radio, c'est un compagnon, c'est quelque chose que vous allumez le matin. Enfin, je voyais on disait que c'était plus des Parisiens qui écoutaient, je vous rassure, il y a 7 Français sur 10 qui écoutent tous les jours et ils sont autant à Paris qu'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est pas de se dire il y a des cases réservées ou il y a des il faut que ces thématiques, elles irriguent l'ensemble des programmes, que ça soit sous forme de chroniques ou d'autres. L'exemple de la météo, c'est mélanger à la fois une information servicielle et
des contenus qui permettent de comprendre ce qu'on vient, le service qu'on vient de recevoir. Donc je pense que voilà, sur ces sujets-là, ça fait partie des différentes thématiques. C'est la beauté d'un média de pouvoir parler de beaucoup de choses et de ne pas être monomaniaque sur un seul sujet. Donc je pense que ça irrigue l'ensemble des programmes. Oui, c'est cela. Enfin, je n'aurais pas dit mieux. Non, c'est effectivement, on en revient à cela, irriguer l'ensemble des programmes, semer des petits cailloux blancs qui, à force, vont jalonner le chemin, en fait. Et y compris, quand je vous disais, les séries, j'ai un exemple peut-être un peu basique, mais qui me vient à l'esprit. Dans notre série Un si grand soleil, par exemple, pour ne pas le citer, dans les personnages, dans les mises en scène, et dans d'autres séries aussi, on tient compte, les scénaristes tiennent compte de certaines pratiques positives. Le tri, par exemple. C'est-à-dire, ça paraît bête, mais parce que pour la plupart d'entre nous ici, sans doute, c'est intériorisé. Ce n'est pas encore le cas partout. Eh bien, par exemple, j'ai une scène en tête où les personnages, alors c'était peut-être pas dans celle-ci de série, mais doivent aller mettre une canette en verre à la poubelle et un emballage papier. Eh bien, il y a 2 bacs. Et voilà, dans le cadre de leur discussion, etc., il met le verre dans la poubelle vert et le papier dans la poubelle jaune. Voilà, ça paraît peut-être... mais pour vous dire que, quelque part, même dans les fictions, aujourd'hui, il y a des choses qui s'intègrent comme ça, et on connaît tous quand même cette valeur un peu de... C'est pas des messages subliminaux, mais voilà, c'est à force de voir les choses, etc., on reproduit, on intègre, en fait. Voilà, donc bon, c'est des choses comme ça, et dans ce que je vous disais, dans tous les programmes, dans l'information, dans les documentaires, etc., c'est pareil, c'est des choses qu'on pratique effectivement au quotidien, comme à Radio France. Je vous ai posé la question parce que vous avez dit qu'il y avait Sophie Dubuisson-Kelly dans la salle et moi sur scène. Et quid des sciences humaines et sociales? Parce qu'on sait que le traitement climatique, souvent, on légalise avec les sciences dures. Donc on va inviter des climatologues qui vont nous expliquer que les catastrophes climatiques sont en grande partie liées au changement climatique. On va inviter des glaciologues qui vont nous parler des glaciers. Et on sait que c'est parfois plus difficile d'inviter des experts, des scientifiques des sciences humaines et sociales, parce qu'il n'y a peut-être pas la même vision, on n'a pas forcément la même confiance dans ces sciences par rapport aux sciences dures, ou alors peut-être parfois il y a la crainte, je ne sais pas, qu'on soit un peu plus militant, peut-être, je ne sais pas. Et du coup, j'aimerais aussi vous interroger sur la façon dont vous intégrez les sciences humaines et sociales dans vos programmes, et les scientifiques des sciences humaines et sociales qui viennent parler quand même d'éléments clés qui sont les partis politiques et la transition écologique, les citoyens et la transition écologique, donc les blocages sociaux, les blocages politiques et économiques au niveau des entreprises et des partis, par exemple, ou du parti populiste, par exemple. Et voilà, j'aimerais du coup, voilà, comment est-ce que vous intégrez ces questions-là? Est-ce que vous voyez un défi, peut-être? Est-ce que c'est un défi pour vous au quotidien, à essayer d'intégrer ces sciences humaines et sociales? Ouais, alors là, pour le coup, je pense que ça fait... Enfin, en tout cas, je ne sais pas s'il y a des auditeurs des radios de service public dans la salle, mais je pense qu'on nous fait parfois le reproche d'en faire un peu trop, justement, sur les sciences humaines. En tout cas, je pense que dans ce qu'on appelle, nous, le décryptage de l'information, donc peut-être pas nécessairement dans le journal, mais en dehors des journaux, notamment dans les débats, parce que je pense que pour former les opinions, le débat est absolument essentiel, et c'est vraiment l'un des apports majeurs d'un média par rapport, par exemple, à un réseau social où vous êtes enfermé dans votre bulle d'auto-certification. Le débat, justement, fait très souvent appel à des spécialistes des sciences sociales. Ça peut être très large, hein, de la sociologie, l'économie. Mais en tout cas, je pense que dans le décryptage de l'actualité, justement, c'est là où ces éclairages sont importants. Et évidemment, ils éclairent aussi le fait écologique. Mais ils n'éclairent pas que ça. Mais en tout cas, je pense que c'est notamment dans le débat, parce que effectivement, c'est des sciences un peu plus molles, dans lesquelles la vérité scientifique est nécessairement plus difficile
à comprendre que justement c'est là où le rôle des débats et je pense que c'est aussi ça le rôle des médias publics, c'est leur responsabilité, c'est justement de permettre une forme de pluralisme. Je pense qu'il n'y a pas de... c'est la même chose sur France Télévisions, mais sur les antennes de Radio France, il n'y a pas d'endroit où il y a plus d'intervenants différents tous les jours qui vous parlent de ces sujets-là. Et c'est justement la diversité de ces intervenants qui vous permet une opinion. Oui, tout à fait. C'est vrai que le débat, c'est le lieu. Et puis, si je reprends l'exemple du JT Météo-Climat, je parlais tout à l'heure des experts qui interviennent. Justement, ça fait aussi partie de notre volonté de ne pas avoir que des climatologues, des glaciologues, etc. Il y a des économistes, des sociologues, en fonction des questions que les gens posent, que les téléspectateurs posent. Donc forcément, on est amené à, entre guillemets, ratisser large, et c'est très bien. Et dans les émissions de débat, effectivement, c'est le meilleur endroit pour confronter les points de vue. Donc oui, après, on peut toujours faire davantage, mais je crois qu'effectivement, on nous reproche assez au service public d'avoir souvent des experts, mais bon... Avant de parler du coup de l'avenir, on va faire un petit exercice de réflexion vis-à-vis de cette chaise vide. Selon vous, parce que là, voilà, vous nous expliquez toutes les belles choses que vous faites, qu'est-ce qui peut expliquer quand même qu'on ait quand même ce chiffre au niveau macro, c'est-à-dire au niveau quand même de tous les médias, dont une grande partie ne sont pas publics, et pourquoi on voit encore plus dans certains médias un traitement qui avoisine les 1-2% avec peine. Qu'est-ce qui peut expliquer que ce soit encore si difficile pour de nombreuses chaînes de traiter les questions écologiques? Vous le faites, donc vous avez sûrement dû dépasser certaines barrières vis-à-vis de votre audience, vis-à-vis de la direction, je ne sais pas quelles ont été vos barrières, mais voilà, comment vous pouvez expliquer qu'il y a à ce point-là d'hétérogénéité entre les médias et comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'embarquer tous les médias avec cet observatoire et de manière générale au sein de la communauté des gens intéressés par les questions écologiques? Alors moi, je ne me prononcerai pas sur le pourquoi du comment. Mes confrères en font plus ou moins que nous. Nous, comme le disait tout à l'heure mon confrère, on a effectivement par essence une mission de service public et c'est déjà intégré dans nos missions. Le serviciel, on en parlait, et la prise en compte de ces thématiques sociales. Enfin, on est d'autant plus sensibilisé à ça. On a aussi à France Télévisions un comité consultatif des programmes, donc constitué d'un panel de téléspectateurs de France Télévisions, qui chaque année, on travaille de concert avec eux. Donc on est très en prise avec le retour de ce public sur les différentes questions. Cette année, on a beaucoup travaillé effectivement sur le traitement de l'information, sur le traitement des questions climatiques, etc. Donc voilà, c'est ce lien, et je pense que voilà, on a peut-être cette petite longueur d'avance à cause de cela, mais je ne sais pas pourquoi autrement. Je pense qu'effectivement, en tant que service public, on a une forme de responsabilité sur ces sujets, responsabilité qui effectivement fait partie de notre cahier des missions et des charges et que la loi a renforcé. Voilà, je ne peux pas me prononcer pour mes camarades du secteur privé. J'ai beaucoup d'exemples d'émissions sur des radios privées concurrentes qui parlent d'écologie, donc il n'y a pas, enfin voilà, c'est pas comme si le service public en faisait beaucoup et les autres ne faisaient rien. Je pense qu'il y a toute une gradation. Effectivement, je pense que vous passez à une chaîne en particulier qui effectivement ne traite pas beaucoup ce sujet-là, mais il n'y a pas, enfin elle fait 2% d'audience, hein, donc on parle beaucoup d'elle, mais il y a heureusement beaucoup d'autres choses à regarder à la télévision. Je pense voilà, c'est un peu le rôle aussi du service public d'aller un peu au-devant de ce type de thématique. Le législateur l'y encourage, mais c'est aussi voilà, être pionnier sur certains sujets, c'est aussi le rôle du service public. Donc c'est normal que, enfin je ne sais pas si c'est normal, en tout cas nous sommes fiers de le faire. Ça fait déjà quelques années qu'on a pris vraiment ce sujet à bras le corps. Voilà, et je pense que c'est une question, si certains commencent à
découvrir un chemin, les autres suivront. Donc, encore une fois, moi, je suis persuadé qu'il y a un vrai intérêt des Français pour ces sujets-là, et que quand il y a un intérêt des Français pour ces sujets-là, ça intéressera également nos camarades des médias privés. Merci. Bon, on va conclure aussi par parler un petit peu de l'avenir. Du coup, après avoir vu ces données-là, après nous avoir déjà partagé plusieurs de vos initiatives, comment vous imaginez du coup votre rôle évoluer dans les 5 années à venir, potentiellement en lien avec cet observatoire, mais de manière plus générale, comment vous voyez votre contribution évoluer? Parce que même si les chiffres sont meilleurs pour le service public, ils sont encore relativement bas par rapport à la crise à laquelle on est confronté, c'est la plus grande crise de l'histoire de l'humanité quasiment. Et donc du coup, comment est-ce que vous voyez les choses s'améliorer? Peut-être des nouveaux programmes que vous voulez tester, peut-être aussi améliorer traitement des solutions, parce que je pense que Célia l'a bien montré, mais voilà, on parle un peu des problèmes, mais les solutions, ça reste quand même au niveau du plateau et ça ne monte pas, alors pourtant qu'on a besoin d'expliquer aux Français comment ils font pour rénover leur logement, comment ils font pour passer à la voiture électrique, quelles sont les options pour s'alimenter de manière plus écolo, etc. Donc voilà, comment est-ce que vous voyez un petit peu ces choses évoluer les 5 années à venir? Alors, on va continuer, donc on va continuer le travail qu'on a enclenché. En ce qui nous concerne, au sein de la direction de l'information et de la rédaction de France Télévisions, on a quand même déjà dans l'organigramme posé des jalons qui, je l'espère, nous survivront. Mon poste, par exemple, le fait qu'il y ait effectivement un directeur opérationnel de l'éditorial qui soit spécifiquement en charge de ces questions et qui pousse le caillou pour faire avancer, avec une équipe, une rédactrice en chef dédiée, un service qui a été créé, c'est-à-dire qu'avant, effectivement, l'environnement était une partie d'un autre gros service qui était un peu noyé dans la nébuleuse. On a créé un service qui est encore en croissance et qu'on espère bien faire grandir. C'est pour ça que j'en parle, parce que on parlait tout à l'heure d'expertise, de formation. On a besoin de ces connaissances et de gens qui soient spécialisés et qui aient cette musculature de connaissances pour continuer à avancer et pouvoir aussi expliquer les choses aussi aux rédacteurs en chef qui, eux, sont généralistes. Voilà, donc on va continuer ce travail, continuer à développer cet organigramme et la place de cette thématique dans notre rédaction. Et puis continuer on lance par exemple lundi, décidément je spoil beaucoup, une nouvelle formule du JT Climat. Alors nouvelle, c'est pas la révolution, c'est simplement de nouveaux outils éditoriaux pour expliquer encore mieux les choses. Voilà, donc avec aussi des réalités augmentées pour pouvoir faire le lien justement entre certaines catastrophes ou certains faits simplement qu'on peut constater et le lien avec le réchauffement climatique, par exemple, entre autres, et bien d'autres choses. Donc voilà, on est en working progress. Voilà, on n'est pas arrivé très très loin de là. On est tout à fait conscient, mais on fera notre part, comme dirait le colibri. Je pense qu'effectivement, c'est work in progress. Ce que je constate, c'est qu'en fait, effectivement, on construit et petit à petit... Enfin, c'est vraiment couche par couche, mais en fait, ça construit des fondations, que ce soit les espaces transition en commun, les formations dont on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi... Alors, c'est vrai que l'écologie adore tout ce qui est acronyme vraiment compliqué. Il y a un système qui s'appelle la CSRD. Alors, comme Bénédicte, je vais essayer de pas... Si je commence à vous l'expliquer, c'est même pas demain que je suis même pas sûr moi-même d'avoir tout compris. Mais en tout cas, les entreprises de médias, publiques comme privées, doivent faire un reporting de leurs actions. Alors ça a été inventé à Bruxelles, donc c'est assez complexe. Ce qu'on appelle la double matérialité, c'est-à-dire l'impact qu'on a sur le climat et l'impact que le climat a sur nous. En fait, l'impact direct et réel d'un média sur le climat, il est assez faible parce que l'empreinte carbone d'un média, vous parliez du secteur du bâtiment tout à l'heure, je pense que les médias, c'est très faible. Et pour autant, ils ont une très forte responsabilité dans justement la compréhension et dans la prise de conscience des enjeux climatiques. Et je pense que typiquement, ces mécanismes un peu barbares de reporting,
il s'applique, bien sûr, nous on en rend compte, et l'ARCOM nous y encourage à travers les contrats médias-climat, mais ils obligent l'ensemble des acteurs, et donc tous les médias privés, à également faire une forme de reporting de ce qu'ils font dans ce domaine. Et donc je pense que ça ne peut que nous aider à nous faire progresser et d'avoir un observatoire qui objective les choses, ça sera encore plus facile. C'est un excellent mot de la fin. On espère que tous les médias vont continuer à s'engager pour mieux traiter la question climatique et écologique. Donc je vous remercie, on passe à la suite. On m'a demandé de conclure. Alors conclure, je connais 2 catégories de personnages qui font ça. C'est les ministres qui viennent à la fin des colloques en n'ayant rien écouté du colloque et en venant raconter juste un truc qu'ils avaient envie de raconter. Et les acteurs au crâne dégarni qui nous ont quittés il n'y a pas longtemps. Alors, je ne faisant partie ni d'une catégorie ni de l'autre, je ne sais pas trop ce que je vais vous... Enfin, je ne savais pas en rentrant dans cette salle ce que j'allais vous raconter. Je vais vous livrer quelques réflexions personnelles. La première, c'est que je vais réfuter le fait que les médias sont un vecteur principal d'information. Il y a 3 vecteurs d'information très significatifs dans l'existence d'un être humain aujourd'hui en démocratie. Il y a l'éducation nationale, qui est un vecteur d'information absolument massif. Il y a l'information professionnelle, qui est un vecteur d'information absolument massif. Et ensuite, dans l'information publique, maintenant, il y a toute la sphère digitale, les réseaux sociaux, etc., qui sont devenus un vecteur d'information extrêmement significatif. Personnellement, je ne vois pas trop de différence entre la vidéo d'Inoxtag montant sur l'Everest et le reportage à la fin du JT de TF1 que je regarde de temps en temps, pas pour m'informer s'il y a des gens de TF1 dans la salle, juste pour savoir ce qu'il y a dans le JT. Voilà, et du reste, quand je regarde le JT de France 2, c'est exactement pour les mêmes raisons. Donc, parce que quand vous regardez ce que c'est qu'un JT aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus proche d'un recueil d'anecdotes que d'un bouquin avec une information au fond. Hein, vous avez quand même beaucoup de... Donc ce n'est pas des anecdotes inintéressantes, mais ça ne peut pas prétendre à l'exhaustivité. Donc quand vous regardez une vidéo d'Inoxtag ou quand vous regardez un reportage à la fin du JT de TF1, parce qu'ils adorent faire ça à la fin, de Français qui sont allés regarder les baleines à l'île de la Réunion, moi personnellement je ne vois pas beaucoup de différence. Donc il n'y a pas que de l'information qui parvient aux gens par les médias, il y en a aussi qui leur parvient par les réseaux sociaux. Alors Tocqueville disait, à l'époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, que les médias en démocratie seraient le seul pouvoir sans contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'en gros, les journalistes seraient rois et reines au sein de leurs médias, délivreraient l'information qu'ils auraient envie de délivrer, et qu'il y aurait strictement personne, tant qu'ils resteraient dans le cadre légal, qui serait en mesure de les contraindre à faire autre chose. Alors, la situation a un peu changé aujourd'hui, et en matière de climat, moi je considère, moi qui ai l'âge d'un dinosaure, qu'elle a beaucoup changé. Je me rappelle qu'il y a une vingtaine d'années, j'avais même pris l'initiative avec un copain journaliste de monter une école d'hiver pour le rédacteur en chef, justement histoire de leur faire une primo-injection sur les questions d'énergie et de climat, non pas pour leur dire « voilà ce que vous devez raconter », mais pour leur dire « voilà ce qu'il y a dans la boîte ». De quoi parle-t-on quand on parle de changement climatique et quand on avait invité des gens qui étaient raisonnablement sérieux. On les emmenait à la montagne parce qu'il faut bien une carotte, parce que sinon, de toute façon, si on avait fait ça à Paris, au bout d'une demi-heure, ils seraient barrés parce qu'ils avaient une conférence de rédaction ou une actualité. Et on leur faisait un cours. Bon. À l'époque, j'avais lancé ça avec un copain journaliste parce que, justement, on était extrêmement malheureux, exactement comme les gens de l'Observatoire des médias, de voir que l'environnement et le changement climatique étaient très peu traités dans les médias. Mais en fait, on parle d'un tout autre monde. Aujourd'hui, il n'y a plus de médias mainstream qui soient climato-sceptiques en France, alors qu'il y a 15 ans, Claude Allègre avait son rond de serviette au Monde. Donc il pouvait publier avec appel en une des conneries sans nom dans le principal quotidien du soir qu'on avait en France. Donc il faut bien voir d'où on vient, on n'en est plus du tout là. Et il y avait un certain nombre de gens racontant également des âneries grosses comme eux qui étaient invités sur les radios. À part quelques exceptions, alors évidemment qui servent un peu pour asticoter comme ça et faire quelques jolies images, mais on n'en est plus du tout là. Ensuite, il y a une difficulté quand on veut parler du climat ou c'est que j'ai essayé de bien comprendre la méthodologie qui va être utilisée et en fait, je lui vois... Alors, elle va être améliorée, donc c'est très bien d'avoir fait ça, hein, donc il n'y a aucun problème. Je lui vois 2 difficultés inhérentes à la technique qui va être utilisée.
La première, c'est que la quantité ne fait pas la qualité. En fait, si vous regardez des sujets qui font plus de 5% du temps d'antenne dans les médias, je ne suis pas sûr qu'on va en trouver beaucoup. Alors vous allez me dire, si, la politique fait plus de 5%. Oui, mais d'accord, mais entre la politique qui parle des retraites, la politique qui parle de la politique agricole commune et la politique qui parle de l'aménagement du territoire, est-ce qu'on doit utiliser le même mot ? Ou est-ce qu'on doit faire 3 catégories, retraite, aménagement du territoire, agriculture? Et en fait, si on regarde chacune de ces 3 catégories, on va se rendre compte qu'elle n'occupe pas plus de 5% du temps d'antenne non plus. D'accord? Donc il y a une difficulté, à mon avis, qui est de savoir comment c'est quoi la nomenclature qu'on utilise dans cette affaire, c'est quoi les contours qu'on met à chacune des catégories, et on ne peut pas faire de statistiques sans faire de taxonomie, hein, donc ça c'est juste impossible. Voilà, donc ça ne veut pas dire que ce ne soit pas une bonne idée, encore une fois, de regarder ce qui se passe. J'attire juste votre attention sur le fait qu'il faut faire un tout petit peu attention, le diable est dans les détails. La deuxième chose, c'est qu'une bonne partie du temps d'antenne des médias, c'est, alors je ne dis pas ça, si je dis ça de manière un peu taquine, mais c'est juste taquin, c'est du passage de plat. Donc quand vous relayez un discours d'un politique, bah, si le politique a décidé de ne pas parler d'environnement, vous allez quand même relayer le discours du politique, parce que c'est important, le discours de Barnier de politique générale, c'est important, puis s'il décide de parler d'environnement 3% du temps, eh bien, l'Observatoire des médias va dire « Ah bah vous voyez, le jour où ils ont... Enfin, là, il y a 3% du temps d'antenne qui est consacré à l'environnement. » Ok, mais c'est parce que Barnier en a parlé 3% du temps. Est-ce que c'est de la faute du média ou est-ce que c'est de la faute de l'émetteur de l'information dont on considère qu'on doit le relayer? Pareil, vous relayez un discours de Patrick Martin, qui est le président du MEDEF, et Patrick Martin ne parle pas d'environnement. Bah, vous allez quand même relayer son discours, et est-ce que c'est de la faute du média s'il n'y a pas d'environnement dans le temps d'antenne? Discute. Dernier point, avec ce genre de... je ne sais pas comment est faite la méthode de ce point de vue, mais donc c'est une question plus qu'une affirmation. Mais vous pouvez très bien avoir des mots-clés dans un discours critique. Donc est-ce que ça sert la cause si... Alors je vais prendre le même. Patrick Martin, dans un long discours, explique combien c'est important de ne pas s'occuper d'environnement quand on est une entreprise. Bah, si vous faites juste des mots-clés sans les associer entre eux, vous allez dire ça c'est de l'environnement, c'est vachement bien, on en a parlé. Bah oui, c'est vachement bien, on en a parlé, mais est-ce que c'était vraiment ce que souhaitent les gens de l'association, c'est-à-dire qu'on décrive le problème? Non, c'est pas exactement ça qui s'est passé. Voilà, donc voilà quelques premières réflexions sur l'information, le rôle des médias dans l'information. C'est un rôle important, mais il n'y a pas que. Et dans la façon dont on relaie l'information, il y a fatalement plein de cases qui sont occupées par des choses qui ne seront pas de l'environnement. Et on ne va pas en sortir. D'accord, voilà. Et vous n'empêcherez pas les médias, le jour où il y a un meurtre horrible, de barbouiller toute l'antenne avec le meurtre horrible en question. Et ben, de ce jour-là, par la force des choses, ils ne parleront pas d'environnement. Il y a une deuxième chose que j'aimerais évoquer, c'est au sein des médias le problème de la cohérence. Alors la cohérence, elle peut être difficile à établir au sein même de la rédaction et elle peut être difficile à établir entre la rédaction et la régie publicitaire. Moi, je me rappelle un certain nombre de fois où il y a des gens qui m'ont dit j'ai regardé le podcast j'ai écouté le podcast de votre chronique sur RTL, parce que je fais une chronique sur RTL voilà, une radio privée à laquelle j'ai dit oui, parce que je me dis ça sera très bien d'aller parler à des gens qui sont encore plus vieux que moi à un sujet d'environnement. Et ils me disent « Ah, j'ai écouté le truc, mais juste avant, il y avait une publicité pour Air France, et juste après, une publicité pour je ne sais pas quoi. » Enfin, bon, bref. Donc, il y a un premier sujet qui est la cohérence entre l'information délivrée et la régie publicitaire. Ça, c'est un sujet que la rédaction ne maîtrise pas, en général, hein, dans un média, il faut bien savoir. Et il y a un deuxième sujet qui est la cohérence à l'intérieur même de la rédaction. Alors ça, c'est un sujet qui est compliqué à gérer. Parce que l'environnement, c'est avant tout c'est avant tout de la physique, de la chimie et de la biologie. Hein. Quand on parle d'environnement, la biosphère, c'est physique, chimie, biologie. Hein. Et il se trouve, c'est comme ça dans notre pays, que la majeure partie des gens qui travaillent dans un média n'ont pas fait de chimie, de physique et de biologie pendant leurs études. C'est comme ça, c'est un fait. Voilà. Alors on peut toujours l'apprendre après. Un des meilleurs journalistes sciences de ce pays était Sylvestre Huette, absolument remarquable, et il a fait une maîtrise d'histoire. Donc voilà, donc on peut très bien devenir un excellent journaliste scientifique sans avoir fait véritablement de sciences pendant ses études, mais c'est plus l'exception que la règle. D'accord, c'est en général. Donc c'est compliqué. Donc ça veut dire qu'il leur faut du temps. Et le temps, c'est l'ennemi des médias.
Le temps, c'est globalement l'ennemi des médias. C'est compliqué pour les gens de trouver du temps. Pour avoir des journalistes qui sont capables de creuser pendant très longtemps un sujet, vous savez, la synthèse, c'est ce qu'il y a de plus difficile comme exercice, hein, eh bien, il leur faut beaucoup de temps à l'amont. Et quand vous êtes dans une rédaction où il n'y a pas beaucoup de monde, eh ben, vous n'avez pas beaucoup de temps à l'amont, et puis vous courez derrière l'actualité en permanence. Et donc, il y a un vrai sujet dans les rédactions qui est le temps dont les gens disposent. Voilà, en général, c'est un de leurs ennemis. Deuxième problème, c'est qu'une rédaction, c'est organisé en silos, et le sujet dont on parle est un sujet transverse. D'accord ? Parce que vous pouvez parler du climat en lien avec les retraites, par exemple. On va dire quel lien entre le climat et les retraites ? Ben, si, il y a un lien entre les deux. Parce que si vous voulez décarboner l'économie, on utilisera moins de combustibles fossiles. Si on utilise moins de combustibles fossiles, globalement, l'économie sera moins productive. En tout cas, c'est ma conviction. Donc, vous baisserez les retraites, comme vous baisserez les salaires. Ah, bon, merde. Ben, vous voyez, faire ce genre de lien, ça demande de diffuser le sujet de manière totalement transversale. Et ça, la transversalité dans un média, c'est aussi un casse-tête. C'est un vrai casse-tête. Parce que le journaliste économique, il a son prisme économie, le journaliste fait divers, il a son prisme fait divers, le journaliste agriculture, s'il y en a un, il a son prisme agricole, et le journaliste qui a son prisme agricole, l'économie des transports, c'est pas nécessairement son truc. D'accord, voilà. De même que l'international, c'est pas nécessairement son truc. Donc il y a or vous de votre côté à vous qui êtes le consommateur de l'information ou la consommatrice de l'information, de l'autre côté, vous êtes un seul personnage, un et indivisible. D'accord, on vous coupe pas en petits morceaux. Et donc vous êtes à la recherche de cohérence. L'une des critiques qu'on peut faire en général aux médias sur ce sujet très transversal, c'est des problèmes de cohérence. Et ces problèmes de cohérence, alors ils ne sont pas résolus par les mots-clés, ça c'est clair, mais bon, encore une fois, c'est une limite de la méthode, il suffit de le savoir. Mais c'est une des difficultés que les médias doivent surmonter pour faire mieux, en général, c'est de gérer ce problème de cohérence de façon transverse dans les rédactions. Ce qui veut dire que de mieux parler, donc ça c'est une bonne nouvelle de confier la responsabilité climat à quelqu'un qui est au niveau de la direction de la rédaction, parce que tous les problèmes transversaux sont des problèmes de patron, des problèmes de chef, ce n'est pas les problèmes de rubricard. Donc en fait, le rubricard environnement, ce n'est pas lui qui va gérer la transversalité. Il ne peut pas, par construction. Hein. Il faut que ce soit un problème de chef. À l'époque, il y avait un dernier sujet. Alors, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'aujourd'hui, il y a une forme d'appétence sur la question, pourvu qu'on la traite bien. Qui est que les médias ne cherchent jamais, évidemment, à faire fuir leur audience. Et ça, c'est vrai pour les médias du privé, parce que leurs recettes publicitaires en dépendent, mais les médias du public sont rentrés dans la même course à l'échalote. France Inter est très très content d'annoncer qu'ils sont la première radio de France. Donc ils sont jamais contents d'annoncer, moi je les ai jamais vus annoncer qu'ils avaient le premier contenu qualitatif de France, j'ai jamais vu ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, du reste je m'en fiche, mais jamais ils ont annoncé ça. Par contre qu'ils annoncent qu'ils sont la première radio, ça ils sont vachement contents, d'accord. Donc en fait cette course à l'audience, elle a gagné tous les médias audiovisuels, pas juste les médias du service, du reste les médias du service public, comme l'État leur dit, vous savez, fin de mois sont difficiles, etc. Vous allez faire de la pub aussi, vous aussi. Donc en fait, ils rentrent dans ce système, tous. Et à partir du moment où vous avez une audience, c'est un capital, vous devenez rentier, hein, et c'est votre rente, votre audience, et donc vous cherchez à la conserver. Donc les médias ne chercheront jamais à faire quoi que ce soit qui fasse fuir leur audience. Jamais. Alors, au début, où le changement climatique, c'était juste des mauvaises nouvelles, etc., je pense que ça faisait partie des réticences. Aujourd'hui, je pense que le contexte a un peu changé. Donc, je ne dirais pas que de parler de changement climatique, c'est nécessairement faire fuir les gens, mais je pense quand même qu'il y a certaines manières de parler du changement climatique qui continuent à faire fuir les gens. Donc, je pense que c'est pas complètement... on peut pas dire, suffit d'en parler, et les gens vont accourir. Je pense que ça mériterait probablement que quelques sociologues se penchent sur la question et décortiquent ça d'un peu près. Voilà quelques réflexions que je pouvais tenter de vous livrer dans le temps qui m'était imparti et qui était... Si, un dernier truc que je vais vous dire. Non, un dernier truc. Je vais attirer votre attention sur une information de nature purement quantitative. Un rapport du GIEC, ça fait aujourd'hui 3000 pages par tome. Donc vous avez 3 tomes, 3 volumes, 1, 2, 3, 3000 pages. Le résumé technique fait 100 pages, c'est déjà un 30e. Le résumé pour décideurs fait 30 pages, ça fait déjà un 100e. Il n'y a pas un journaliste, sauf peut-être Sylvestre Huette, qui ait lu un rapport complet du GIEC dans ce pays, pas un. Et à mon avis, il n'y en a quasiment pas un qui ait lu un résumé technique. Ils lisent au mieux le résumé pour décideurs, c'est ça qui vous appelle le rapport du GIEC, du reste c'est faux, hein, c'est le résumé pour décideurs.
Et ils vont essayer de résumer ce truc-là, dont souvent, encore une fois, c'est pas leur faire insulte, il manque de temps. Ils n'auront même pas lu le résumé pour décideurs, ils auront lu le dossier de presse de mise en route du résumé pour décideurs. Et ils feront un article ou un sujet à la télévision ou à la radio. Et quand vous essayez de regarder le texte qui rentre dans un sujet ou à la radio ou à la télévision, vous êtes impressionné quand vous regardez la transcription écrite. C'est super court. Super court. On met rien là-dedans, quasiment rien. Moi, je suis toujours étonné quand les rares fois où je suis invité en studio à la radio par la longueur des chroniques des chroniqueurs qui rentrent dans le studio. Ce truc tient sur une demi-page, une page. Enfin, bon, c'est hyper court. Et c'est écrit gros. Parce que souvent, ils sont comme moi, ils sont un peu bigleux. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Ce genre d'information, vous voyez bien que par rapport aux 3000 pages d'un rapport du GIEC, et si le rapport du GIEC fait 3000 pages, c'est parce qu'il y a 3000 pages à raconter. C'est parce que si vous voulez appréhender le sujet dans sa complexité, il faut vous palucher les 3000 pages. Bon. Et ces 3000 pages, rien que sur le constat scientifique. Alors, rajoutez à ça les implications sociales, économiques, géographiques, géopolitiques, biologiques, etc. Et comment est-ce que vous arrivez à faire rentrer ça dans des séquences qui font au mieux, 1 heure de plateau avec quelques invités. Au mieux. Hein. Et ça, c'est vraiment, c'est Ralovli, un grand luxe. Hein. Sinon, c'est beaucoup plus court. Voilà. Et il faut aussi donc ne pas trop leur en demander aux médias. C'est par ça que je voulais terminer. Il faut aussi leur accorder une forme d'indulgence. Il y a un exercice que vous ne pouvez pas leur demander, c'est de faire l'éducation à la place de la lecture des bouquins, de l'expertise, etc. Vous ne pouvez pas leur demander ça. Ils ne sont pas faits pour ça. D'accord ? Vous pouvez éventuellement leur demander de vous pointer des bonnes ressources. Vous pouvez leur demander d'être cohérents. Moi, ça m'arrive assez souvent de leur dire qu'ils ne sont pas cohérents. Mais vous ne pouvez pas leur demander de faire la totalité de l'éducation des gens sur un sujet comme ça, parce qu'il n'y a juste pas la place pour ça. Voilà. Et je vous remercie. Mesdames et messieurs, la soirée va toucher à sa fin. Avant de recommencer à remercier à peu près tous les intervenants et les participants, les partenaires du projet, je voudrais peut-être revenir sur le rôle des médias dans l'information du public. Alors, je voulais juste préciser qu'aujourd'hui, les médias sont quand même la source d'information dans lesquelles les Français ont le plus confiance, contrairement aux réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on sait que la désinformation climatique augmente sur les réseaux sociaux, et on peut se poser quand même la question de savoir si on veut que les médias soient des amplificateurs ou des garde-fous. Nous, dans le consortium, on choisit plutôt garde-fous. Donc, inciter à la quantité et à la qualité, c'est déjà une bonne manière de prévenir l'amplification des discours de désinformation, et notamment sur les sujets à climat. Voilà, maintenant, je voulais juste remercier de nouveau le Théâtre de la Concorde. On a vraiment eu de la chance de pouvoir présenter l'Observatoire ici. C'est un lieu qui redéfinit la démocratie par l'art. L'art, ça permet de sublimer parfois, mais ça permet aussi de poser des questions. Et j'espère que cette soirée aura été l'occasion de poser certaines questions d'intérêt général. Certaines questions ont été posées en conclusion aussi. On tâchera de s'y atteler. Remercier aussi tous les partenaires, comme je l'ai dit, le comité d'experts qui nous a conseillés et épaulés tout au long du projet. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Grâce au soutien des partenaires, l'Observatoire va prendre son nouvel envol et va franchir des étapes ambitieuses en 2025. J'ai la joie de vous annoncer que le ministère de la Culture a rejoint le projet et octroyé son soutien dans le cadre d'un appel à projet Alternative Verte. L'ADEME, comme Valérie Martin a pu le dire en début de soirée, continue à soutenir le projet. Donc, en fait, grâce à eux, on va pouvoir consolider la méthodologie, élargir le périmètre, mais aussi s'attaquer à d'autres questions cruciales comme la désinformation climatique. Je voulais juste finir par dire que l'Observatoire, ce n'est pas seulement une plateforme, c'est un outil pour tous, société civile, journalistes, médias, régulateurs, décideurs, décideuses politiques. Parce que grâce à des données, il nous permet à tous de mesurer, d'objectiver, de mieux comprendre, d'aller de l'avant, et donc d'agir. C'est pour ça que l'Observatoire se veut être un projet porteur de sens, ancré dans l'idée que pour agir, il faut comprendre, et pour comprendre, il faut être informé. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne soirée.